Bonjour à tous, mon nom est Vincent Gautré, je suis directeur du CRDP, le Centre de recherche en droit public. Je vais vraiment vous parler 3-4 minutes, pas plus, pour vous présenter le centre que j'ai le plaisir de diriger, qui est un vieux centre dont on a fêté il y a enfin justement, dont on n'a pas fêté il y a quelques semaines les 60 ans. C'était un centre qui avait été commandé à l'époque par Gérard Lajoie, qui était un tout jeune ministre de la Culture à cette époque-là, dans le gouvernement du Plessis. C'est un centre qui est situé à la fac de droit de l'Université de Montréal, mais qui a toujours eu depuis le début en fait une portée très pluridisciplinaire et encore plus récemment en fait dans la mesure où ce centre maintenant est en partie financé par un fonds de la recherche du Québec, le FRQ SC, SC pour sciences sociales, en tant que regroupement stratégique qui est maintenant un centre avec deux autres universités partenaires, McGill et Laval, outre l'UDM, et avec des profs de 8 institutions, dont le Cégep du Vieux-Montréal, dont fait partie notre représentant du Cégep, Emmanuel Marceau, dont je vais dire quelques mots tout à l'heure. Donc, c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir où on est dans nos deuxièmes nuits de la justice, les premières ayant eu lieu l'an dernier, en ligne également, le 10 mars dernier. Et avec égard, si vous permettez, moi, je tenais beaucoup à ce lien-là avec le Cégep parce que bon, nos étudiants sont généralement étudiants maîtrise, mais beaucoup doctorat. Et on a quelques liens avec le bac et on voulait créer des liens avec les Cégep. Et ce lien-là, c'est grâce avec le Cégep du Vieux-Montréal et grâce à Emmanuel Marceau qu'on a été capable de le créer. Il y a un autre point dont je voulais vous dire et que j'ai oublié et que je ne vois pas dans mes notes, mal préparé que je suis. Oui, c'est ça. Peut-être pour situer aussi les nuits de la justice. Alors, au départ, on avait joué sur les mots et de dire qu'au CRDP, comme autrefois dans l'Empire britannique, le soleil ne se couchait jamais. Et nous, c'est la même chose. On a des matinées de la justice qui sont des discussions avec des approches plus pluridisciplinaires. On a des midis de la justice avec des jeunes chercheurs, principalement des étudiants de maîtrise et surtout du doc. On a des après-midi qui sont des rencontres un peu entre soi, des soirées où Emmanuel Marceau, d'ailleurs, nous a déjà a eu le privilège, enfin, on a déjà eu le privilège d'entendre dans le cadre d'un cycle sur les acteurs de justice. Et il y a donc les nuits, qui est cette activité qu'on devait faire en présentiel. En fait, au départ, ça a été conçu, nous, on voulait venir. Et malheureusement, je ne viendrai jamais vous voir comme directeur du CRDP parce que je prends mon congé en tant que ce regroupement stratégique le 1er juin. Et donc, l'an prochain, ce sera quelqu'un d'autre. Alors voilà, je suis ravi de ce lien. Je vais donner la parole à Emmanuel. Je ne vais pas vous la présenter, je pense que tout le monde la connaît, en tout cas tous les étudiants du Cégep la connaissent, qui est prof de philo au Cégep, qui a un doctorat en éthique, qui enseigne aussi comme chargé de cours dans différentes universités. On est très fiers de l'avoir comme co-chercheur au CRDP, donc c'est une de nos 42 co-chercheurs du centre. Et je vais vous laisser, en fait, je vais laisser à Emmanuel le soin de présenter les 3 conférenciers dans cette première partie de l'activité. Je pense qu'il y aura, comme l'an dernier, un débat ensuite qui va suivre les présentations plus formelles, si je puis dire. Mais je vais laisser Emmanuel le faire parce que c'est elle qui a tout organisé. Nous, on était là en backup. Merci aussi, Sylvain, d'avoir, je pense, aidé à la réalisation du tout. Mais moi, en tout cas, j'y suis pour rien sur ce très beau titre de conférence sur les vertus thérapeutiques de la justice, ou en tout cas, ce questionnement par rapport à ça. Donc, merci beaucoup, Emmanuel. C'est un vrai plaisir de t'avoir dans ce groupe-là. C'est un vrai plaisir que tu puisses l'idée cette activité-là, où je vais rester pour à peu près la première heure avec beaucoup de plaisir. Alors, bonne soirée à tous, bonne nuit à tous. Soyez bien éveillés là, durant ces 2 heures-là. Et Emmanuel, je te laisse la parole en te remerciant une nouvelle fois. Peut-être dernier point de très clérical, il y a beaucoup de gens qui recherchent la formation continue. D'ailleurs, j'ai vu dans plein de domaines
avocats, notaires, sciences infirmières, etc., ingénieurs ou autres. Donc, je pense qu'il y aura un mot de passe qui sera donné par Sylvain à la toute fin de l'activité. C'est un format qui nous est imposé justement par les ordres. Alors, merci à tous. À toi la parole, Emmanuel. Merci. Ben, merci. C'est un immense plaisir d'être avec vous, d'être responsable pour une deuxième année consécutive de cette belle activité, les Nuits de la justice. Rapidement, je remercie les gens là, de leur soutien. Sylvain qui va être là pour la soirée, Vincent et nos 3 conférenciers. Vous avez vu le programme, on est assez serré dans notre programme, puis surtout qu'on est en ligne. Donc, Sylvain sera au besoin le gardien du temps. Et je vais tout de suite vous présenter les 3 conférenciers. Alors, comme vous avez vu la structure, on a 4 conférences, une pause et ensuite on a une joute oratoire des étudiants du Cégep du Vieux-Montréal qui ont travaillé fort en collaboration avec Marie-Alexia Massella, que je vous présenterai au retour de la pause, qui les a encadrés et qui vont présenter des points de vue, des arguments un peu à l'image de ma thèse en 180 secondes. Et ça sera mes arguments en 180 secondes en lien avec notre thématique qui retient, je pense, et suscite beaucoup d'intérêt, à savoir la justice peut-elle être thérapeutique? Et j'ai réuni 3 personnes extraordinaires qui travaillent sur ces questions depuis plusieurs années. Je vais vous les présenter dans l'ordre. Donc, Emmanuel Berken, qui est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, qui était auparavant à la faculté de sciences juridiques de l'UQAM. Donc, vous l'avez peut-être déjà croisé dans d'autres conférences sur les questions, dans le fond, qui l'intéressent beaucoup, soit le rôle du droit de la justice dans la production et la reproduction des inégalités. Donc, elle s'applique dans différentes activités de recherche en lien avec ces thématiques. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada en santé mentale et accès à la justice. Donc, c'est vraiment un grand honneur, un grand plaisir de l'accueillir. Par la suite, nous écouterons Guillaume Ouellette, qui est chercheur au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. Peut-être que vous connaissez avec son acronyme le CRIMIS. Il est co-porteur du champ capacité, normes, intervention et normes sociales et intervention. Pardon. Ces thèmes de recherche sont l'intervention, la juridisation, les capacités, la régulation, la normativité sociale et méthodologie qualitative. En plus d'être chercheur, Guillaume est également professeur associé au département de sociologie de l'UQAM. Bonsoir Guillaume, bienvenue. Et finalement, Pierre Parizeau-Legault, qui est infirmier et juriste de formation. Il est professeur agréé au département de sciences infirmières de l'UQO, donc de l'Université du Québec en Outaouais, campus Saint-Jérôme. Alors, il a une expertise en soins infirmiers, médico-légaux et s'intéresse également aux formes de juridisation des problèmes sociaux. Donc, ces recherches portent sur les interventions et le soutien, l'accompagnement, les enjeux qui portent sur les droits humains, l'écart entre la théorie et la pratique et sur les questions de santé mentale. Donc, il enseigne la psychiatrie, l'intervention en situation de crise et l'éthique clinique aux futurs infirmiers et infirmières spécialisés. Donc, bonsoir Pierre. Alors, je céderai tout de suite la parole à Emmanuel pour la première conférence. On est exactement à l'heure 7h10, donc je vais fermer mon micro. Je vous invite à les écouter. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le clavardage. Il y aura une période de questions à la toute fin de la soirée, vers 9h, après la joute oratoire des étudiants. Alors là, je vais faire un beau clin d'œil à Emmanuel. Non seulement on a le même prénom, Emmanuel, mais en plus, on a choisi les mêmes diapos de PowerPoint. Alors, on a des affinités sans se consulter. Alors, bonne soirée à tous, bonne conférence. Je te cède la parole, Emmanuel. Oui, merci. Donc, vous voyez bien mon écran, si je comprends bien. Merci pour cette invitation. Comme je le disais au départ, je trouve que la formule est très intéressante. Donc, j'ai très hâte à la deuxième partie et d'entendre vos arguments. Donc, moi, en fait, je vais tenter un peu de dresser un portrait un peu général de cette question-là à partir de recherches empiriques que j'ai menées depuis, je dirais, une quinzaine d'années sur le sujet. Puis comme vous voyez avec le titre que j'ai choisi, donc la justice thérapeutique, où plus ça change, plus c'est pareil. On est vraiment dans l'idée que
qu'en réalité, on a souhaité en fait introduire, je dirais, le processus judiciaire et les droits, je dirais, dans la pratique psychiatrique et la pratique coercitive plus particulièrement, avec cette idée que ça ferait changer les pratiques, mais que dans les faits, c'est peut-être pas exactement ce qui se produit, ce qu'on observe. Donc, pour des raisons de temps, je ne pourrais pas m'étendre sur la méthodologie employée, mais je serais prête à répondre à des questions si vous le souhaitez. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est une petite mise en contexte rapide pour essayer de placer un peu, c'est quoi la situation de la judiciarisation en santé mentale, c'est quoi cette interaction, je dirais, entre justice et santé mentale et en quoi, finalement, on peut parler de justice thérapeutique éventuellement. Ensuite, je vais aborder la question de qui sont les personnes concernées. Je pense que ça, en soi, ça soulève plusieurs questions sur quels sont ces processus judiciaires-là et en fait les effets qu'ils peuvent avoir. Ensuite, je vais parler, en fait, je vais aborder cette question de savoir est-ce que la judiciarisation vraiment, est-ce que c'est égal ou est-ce qu'on peut penser vraiment que ça va impliquer nécessairement la mise en œuvre des droits? Et finalement, je vais opposer cette question de meilleur intérêt et droit, qui est en fait, à mon avis, la question au cœur de cette thématique ou cette problématique générale du caractère thérapeutique éventuel de la justice. Donc, la judiciarisation comme garde-fou, pourquoi? D'abord, parce que ça a été vraiment dit comme ça en commission parlementaire. Il faut voir que nos mécanismes en santé mentale sont quand même relativement récents, mécanismes judiciaires. Donc, ils datent d'une trentaine d'années, autant nos mécanismes en matière de droit criminel que de droit civil. Donc, c'est des réformes qui ont eu lieu au début des années 90 dans les deux cas. Je ne vais pas entrer dans le détail technique de ça. Mais ici, j'essaie un petit peu d'opposer donc la garde en établissement, qui est vraiment l'internement psychiatrique, et la partie 20.1 du Code criminel, qui est la partie qui porte sur les troubles mentaux, pour voir un peu quel objectif on poursuivait lorsqu'on a décidé de créer cette judiciarisation, ces processus judiciaires qui étaient nouveaux. En fait, tous les dispositifs juridiques en cause en santé mentale étaient de droit nouveau à ce moment-là. Et donc, ce qu'on observe, donc, on a parlé vraiment de garde-fous en commission parlementaire au Québec. L'Assemblée nationale donc, a considéré finalement que le tribunal constituait le meilleur garde-fou pour s'assurer de ne pas retomber dans les abus caractéristiques de l'époque asilaire, la grande noirceur, etc. Puis, du côté du fédéral, donc du droit criminel, toute la question de la non-responsabilité criminelle, de l'inaptitude à subir son procès, ce qu'on souhaitait faire, ce qu'on disait qu'on voulait faire, c'était vraiment s'assurer qu'il n'y ait plus d'équité, puis s'assurer surtout qu'on ne punissait pas les gens. Donc, on dit que c'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale, même s'ils ont commis un délit, on ne doit pas les punir, on doit trouver d'autres moyens d'intervenir auprès d'eux. Autre élément peut-être à noter, que je pense important, c'est les critères, en fait, qui permettent d'agir, en fait, et d'imposer des mesures qui sont complètement exceptionnelles, soit la privation de liberté pour une personne qui a commis aucun délit en matière civile, un internement psychiatrique, ou pour une personne qui a commis un délit, mais dont on considère qu'elle est non responsable, donc il n'y a pas de verdict de culpabilité, c'est la question du danger, la question du risque. Donc, cette question-là de risque, de danger, c'est une question assez centrale et ça va vraiment traverser les processus judiciaires en santé mentale. C'est vraiment ce qu'on observe à la fois dans le droit écrit, mais aussi dans le droit vécu, je dirais, donc tel qu'on peut l'observer dans les salles d'audience ou le lire dans la jurisprudence. Donc, pour donner une petite idée de c'est quoi les processus judiciaires en santé mentale, c'est quoi la judiciarisation, fait vraiment un bond en avant. Pourquoi parler de ça? C'est qu'au départ, on présente vraiment la judiciarisation en santé mentale comme des mécanismes absolument exceptionnels et ce sont des mécanismes exceptionnels. Certains permettent de priver de la liberté, d'autres permettent d'imposer des soins contre le gré d'une personne, donc vraiment des mécanismes qu'on devrait utiliser seulement en dernier recours. Donc, la garde en établissement, par exemple, c'est la liberté qui est en cause. La commission d'examen fait le suivi des personnes criminellement non responsables. Ici, vous avez le PAGSM, qui est le programme Accompagnement Justice Santé Mentale de la Cour municipale de Montréal, et l'autorisation de soins qui permet donc de traiter des personnes contre leur gré. Simplement pour vous montrer, donc je vous ai dit que ces mécanismes-là existent depuis les années 90, à l'exception du PAGSM qui a débuté en 2008, mais vous voyez très bien assez que en fait, l'augmentation des dossiers judiciaires qui concernent la santé mentale, il y a une augmentation vraiment fulgurante depuis le début, en fait, depuis le début des années 90, mais surtout depuis le début des années 2000. Et qu'est-ce que ça peut nous dire, ça, sur
Est-ce que c'est que l'aspect thérapeutique de la justice, à quoi sert la justice dans cette matière-là, donc en matière de santé mentale, si on y recourt de plus en plus souvent, puis si on recourt de plus en plus souvent à des mesures qui sont justement absolument exceptionnelles et qu'on ne peut pas appliquer pour des personnes qui n'ont pas de problème, qu'on va déclarer ayant des problèmes de santé mentale. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir un diagnostic formel là, pour pouvoir entrer dans ces cases-là. Mais donc, à partir du moment où vous auriez une sorte d'étiquette de santé mentale, vous pourriez éventuellement vous retrouver sous le joug de ces mécanismes d'exception. Et donc, ça crée vraiment un système où, ce qu'on laisse entendre ici, c'est que c'est pour votre bien quand même qu'on le fait, même si dans une certaine mesure, c'est pour gérer le risque. Il y a aussi cette idée que c'est pour vous protéger, c'est pour vous amener à éventuellement avoir accès à des traitements. Là, je n'entre pas dans le détail, mais j'aimerais quand même juste mentionner qu'il y a quand même aussi toujours de façon sous-jacente cette question de traitement en santé mentale, même si plusieurs de ces tribunaux-là n'ont pas de compétences particulières en matière de traitement, ils ne peuvent pas l'imposer, mais cette question de ça serait bon pour vous de vous traiter, ça serait bon pour vous d'avoir un suivi avec un médecin, etc., avec un psychiatre, ça va toujours en fait être présent de manière sous-jacente, malgré le fait que dans plusieurs cas, le critère formel, c'est le risque seulement. Donc, qui sont les personnes concernées? Les études qui sont faites depuis le début, en fait, de la mise en œuvre de ces mécanismes d'exception-là démontrent très clairement, puis à l'image de ce qui se passe aussi ailleurs dans le monde, puis ça, je pense que ça mérite quand même d'être mentionné, cette augmentation de la judiciarisation en santé mentale, c'est quelque chose qui s'observe dans pratiquement tous les pays où on documente un peu cette situation-là. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a reconnu des droits aux personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale, puis de façon corollaire, il y a cette augmentation faite de la judiciarisation, puis donc de la mise en œuvre de ces mécanismes exceptionnels et coercitifs. Mais ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas n'importe qui se retrouve judiciarisé. Ce sont donc des personnes vivant généralement dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté, pour une grande, en fait, proportion d'entre eux en situation d'itinérance. Il y a une recherche menée à Montréal dans les dossiers judiciaires en matière d'autorisation de soins, donc de mécanisme qui permet de soigner quelqu'un contre son gré, qui démontre que 20% des personnes concernées vivaient en situation d'itinérance. En tout cas, on pouvait le documenter, alors que plusieurs dossiers où on ne savait pas trop c'était quoi la situation de la personne. Les personnes sont généralement peu diplômées, elles sont sans emploi ou sont dans des emplois précaires. Donc, il y a un peu cette idée aussi que les personnes vivent dans des situations, des conditions difficiles, qu'il est difficile pour elles de s'insérer, par exemple, sur le marché du travail et de retrouver, je dirais, ou de trouver une vie qui va être s'insérer socialement, en tout cas quelque chose de ce genre-là. Et donc, finalement, le tort qui peut être fait aux personnes via ce mécanisme-là, par exemple, en faisant en sorte qu'elles ne puissent pas aller travailler ou qu'elles ne puissent pas retourner dans leur logement, etc., ne sont pas si graves, puisque, contrairement, par exemple, à un professionnel qui, lui, devrait prendre congé, par exemple, pour être interné, et où on va bien voir le préjudice évident d'une décision, par exemple, d'internement. Ce qu'on observe aussi de façon très claire, c'est que les personnes qui sont judiciarisées dans ces processus-là judiciaires sont aussi judiciarisées dans d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver, par exemple, internés, mais ils vont aussi avoir des verdicts de non-responsabilité criminelle, ils vont aussi avoir une autorisation de soins, vont vouloir aussi les traiter contre leur gré, donc surjudiciarisés en santé mentale comme telle, mais aussi dans d'autres processus judiciaires, que ce soit en matière pénale, en matière de protection de la jeunesse, les gens en parlent régulièrement en cours pour dire qu'ils ont des dossiers ouverts par la DPJ, qu'ils ont des dossiers à la Chambre de la jeunesse, etc., ou en matière de logement, où ils vont se retrouver devant le tribunal administratif du logement pour des enjeux d'expulsion, etc. Ce qui a été documenté ailleurs, mais qui n'est pas documenté ici, chez nous, c'est la surreprésentation éventuelle de personnes qui vont être issues de l'immigration, de communautés racisées et des Premières Nations. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est documenté aux États-Unis, en Australie, etc. Mais nous, on ne collige pas de chiffres là-dessus. On peut quand même penser que ça puisse être une réalité chez nous également. Autrement dit, les personnes concernées, ce n'est pas n'importe qui. Même quand on dit que les problèmes de santé mentale peuvent toucher tout le monde, on se rend compte quand même que la judiciarisation en santé mentale, elle ne touche pas n'importe qui. Donc, est-ce que finalement, la judiciarisation livre un peu ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire cette idée que les gens vont être protégés,
qu'on va éviter les abus et surtout que les droits vont pouvoir être mis en œuvre. Donc, le processus judiciaire, qu'il soit civil ou administratif, devrait permettre aux personnes notamment de présenter une défense, d'être représentées par avocat, d'avoir de la preuve, etc. Ce dont on se rend compte, c'est que ce sont des processus judiciaires urgents et que dans ce contexte-là, c'est très difficile pour les personnes d'entrer en contact avec un avocat, d'être préparées, d'avoir tout simplement pouvoir eu un échange confidentiel avec leur avocat alors que plusieurs personnes vont être hospitalisés en psychiatrie même avant le processus judiciaire. Donc, difficile d'avoir une rencontre avec l'avocat, que l'avocat ait donné toutes les informations, etc., qu'ils aient pu se préparer de façon convenable. La communication de la preuve se fait souvent à la dernière minute, voire au moment même de l'audience, c'est-à-dire la preuve étant le rapport psychiatrique. C'est généralement la seule preuve qui va être présentée. Et donc, on va en prendre connaissance un peu au moment de l'audience ou juste avant. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a sollicitation par des avocats dans les couloirs du palais de justice. Donc, les gens se présentent sans avocat pour toutes sortes de raisons. On va les solliciter dans les couloirs. Puis ça donne lieu à toutes sortes de choses qui peuvent être plus ou moins heureuses parce qu'évidemment, ils n'ont pas eu le temps de se parler beaucoup. Certains avocats vont présenter à peu près tout le temps les mêmes questions. Donc, les juges vont avoir une impression que, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire dans le dossier de cette personne-là. Donc, ça ne permettra pas nécessairement de permettre, en fait, à la personne de s'exprimer comme telle. On observe aussi qu'il y a vraiment une vision contradictoire du rôle des avocats de la défense dans la matière, à savoir, est-ce que les avocats devraient vraiment s'en tenir au mandat donné par la personne ou est-ce qu'ils devraient tenir compte de leur opinion sur l'état de santé mentale de cette personne? Puis est-ce qu'elle a besoin vraiment de soins, d'être internée, etc. Et si c'est le cas, est-ce qu'ils devraient se comporter différemment là, qu'il se comporterait avec une personne, entre guillemets, normale, j'utilise le terme Sion pour dire une personne qui n'aurait pas ces problèmes de santé mentale-là et qui mandaterait un avocat de faire quelque chose. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que manifestement, dans certains cas, la personne n'a pas formulé un mandat clair à son avocat. Peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle peut mandater, peut-être qu'elle ne sait pas comment le faire, etc., qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Mais donc, en fait, il y a comme une espèce de flou entre ce que la personne pense, en fait, de ce qui devrait se passer ou de ce qu'elle s'attend, en fait, à voir dans l'audience et le comportement de son avocat. Les procédures judiciaires sont extrêmement expéditives. Dans certains cas, c'est 10 minutes. L'audience, on n'a pas vraiment le temps de présenter quoi que ce soit. Et depuis la COVID, les audiences ont lieu en ligne. Et la manière dont ça se produit, c'est que la personne concernée est seule à l'hôpital, dans une salle, et que son avocat, l'avocat de l'hôpital, les juges, évidemment, sont au palais de justice. Ou, dans d'autres contextes, ça peut être chacun est chez soi, mais autrement dit, la personne n'est pas en présence de son avocat, présence physique de son avocat. Elle est le plus souvent seule. Et donc, ça pose des questions quand même sur son interprétation de ce qui est en train de se passer, notamment, ou même sa compréhension de ce qui peut être en train de se passer. Ce qu'on observe beaucoup, qui est quand même assez troublant, c'est que les audiences se déroulent le plus souvent sans aborder vraiment directement les critères décisionnels, soit le risque, le danger, pas nécessairement en parler ou pas nécessairement l'expliquer. Les gens vont souvent, par exemple, manifester le fait qu'ils pensent que c'est des accusations criminelles quand ce n'en est pas. On ne va pas nécessairement leur expliquer que ce n'en est pas, justement. On ne va pas parler non plus très directement du droit applicable et des droits des personnes. Souvent, il y a peu de plaidoiries qui vont se faire, etc. Donc, on va parler beaucoup plus du style de vie de cette personne-là. C'est quoi l'état de son logement? C'est quoi son emploi? Est-ce qu'elle en a un? Est-ce qu'elle a des perspectives d'emploi? Est-ce qu'elle a des dettes? C'est quoi les liens qu'elle peut avoir avec ses proches, sa famille, ses amis, etc. Et c'est quoi l'état de sa consommation? Un élément qui préoccupe très souvent le tribunal. Et donc, ça va être l'essentiel, je dirais, des échanges qui vont se produire devant ces tribunaux-là. Et on va parler aussi énormément de l'état de la collaboration avec l'équipe traitante, la reconnaissance que la personne peut avoir de son diagnostic et si elle accepte ou pas de prendre des traitements. Et donc, si on a l'impression que la personne n'accepte pas vraiment son traitement, qu'elle le prend parce qu'elle se sent contrainte, mais que ce n'est pas un vrai consentement, etc., tous ces éléments-là vont faire en sorte qu'on va penser qu'il faut maintenir une sorte de suivi auprès d'elle.
pour essayer de l'amener à accepter le fait ou la contraindre à prendre des traitements. Et ce qu'on a observé, c'est que c'est assez évident qu'il y a des pressions qui vont être exercées sur le consentement des personnes, défendeurs ou accusés là, devant ces tribunaux-là, sous toutes sortes de formes. Donc, soit on va leur dire, écoutez, soit vous collaborez, soit éventuellement on pourra aller demander une autorisation de soins, soit on veut lui faire comprendre que si vous ne collaborez pas puis que vous ne traitez pas, nécessairement vous allez rester interné ou détenu plus longtemps parce qu'on va considérer que leur risque va rester évidemment important. Donc, puis on n'explique pas nécessairement très clairement non plus que les tribunaux, plusieurs d'entre eux, plusieurs de ces processus judiciaires-là ne portent pas sur le traitement et que la Cour n'a pas de compétences en matière de traitement. Mais les personnes, elles, il semble qu'elles ne soient pas, en tout cas, ça, c'est ce que nous ont rapporté des avocats en entrevue, que les personnes ne sachent pas vraiment, en fait, que le tribunal ne peut pas leur imposer de soins, donc pensent que oui, qu'elles sont après forcées de le prendre et on laisse un peu ce malentendu-là faire en sorte que la personne prend des traitements qu'elle ne souhaite pas nécessairement prendre. Autrement dit, le processus judiciaire, à la place de vraiment porter sur les droits de cette personne-là, que ce soit ses droits judiciaires ou ses droits civils, par exemple, va porter beaucoup plus sur comment faire finalement pour ramener cette personne-là dans une situation puis avoir des comportements qu'on va considérer acceptables et qui vont permettre, par exemple, soit de la libérer, soit de la mettre sous autorisation de soins, mais en communauté, etc. On considère, en fait, c'est assez évident, ça, c'est les acteurs et actrices judiciaires le disent vraiment sans, je dirais, sans avoir l'impression, je pense que c'est une atteinte éventuelle aux droits des personnes concernées. On va considérer que c'est bon pour les personnes d'être hospitalisées, d'être traitées. Et comme ça, c'est la base du raisonnement ou de l'idée générale qu'on peut avoir des patients en santé mentale, on va accepter assez facilement que la justice puisse constituer une sorte de porte d'entrée dans le système de santé, qu'on puisse se servir même jusqu'à un certain point d'instrumentaliser le processus judiciaire pour permettre ou pour amener les personnes à se traiter alors qu'elles ne souhaitent pas nécessairement l'être. On va banaliser énormément les effets de la judiciarisation dans la vie des personnes, c'est-à-dire le fait que le processus judiciaire soit anxiogène, soit stressant, soit stigmatisant. Le fait que la mesure qui est décidée, que ce soit un internement, que ce soit une détention, que ce soit des soins contraints, c'est une mesure de contrôle, c'est une mesure de contrainte. On va beaucoup tenter de présenter ça comme une mesure de protection en disant « on est là pour vous, monsieur ». Puis quand les gens vont manifester le fait qu'ils se sentent contraints, on va leur dire « on ne comprend pas du tout, on est là au contraire pour vous. On est là pour vous, mais la personne n'a pas choisi d'être là ». Et donc, cette mission thérapeutique de la justice, sur laquelle tout le monde a l'air de s'entendre un peu implicitement, semble justifier qu'on puisse sortir du mandat judiciaire strict qu'on a dans le meilleur intérêt des personnes visées. Donc, c'est assez évident que tout le monde ici agit dans le meilleur intérêt et parce qu'il considère que ça va vraiment aider les personnes. Et on est prêt à accepter qu'on peut faire ça, on peut procéder de cette manière-là, peu importe le consentement que la personne pourrait avoir ou peu importe son opinion ou son souhait. Je terminerai simplement avec quelques petites citations que j'ai recueillies donc, au cours des années dans des différentes audiences ou en entrevues. Donc, la première, c'est un juge de la Cour du Québec, donc statut sur des questions de garde en établissement, donc des internements, qui dit « Je ne devrais pas dire ça, mais je le dis. Je ne m'enfarge pas dans la procédure, moi. Ce qui va me chercher, c'est l'individu. Si l'individu a besoin de rester là parce qu'il est vraiment manifestement dangereux pour lui-même, moi, qu'il n'ait pas été signifié dans les délais ou que la garde préventive soit expirée de 24 heures. » Donc, disons que les droits procéduraux de cette personne-là sont moins importants, je dirais, que son besoin de protection. Même chose, donc un autre juge de la Cour du Québec qui dit « Ici, on ne rend pas justice, on rend service. » Donc, où il expliquait qu'on offre gîte et couvert à des gens à l'hôpital, donc souvent les personnes sont mal prises, etc. Donc, on n'est plus dans la justice comme telle, on est vraiment dans le service, on est là pour les gens. Très souvent, en audience, on va entendre les juges dire « Maître, parlez-moi des faits. Donc, arrêtez de me parler du droit, je connais le droit, je n'ai pas besoin que vous en parliez, parlez-moi des faits. Donc, parlez-moi de la situation de cette personne. » Et finalement, un juge de la Cour supérieure, donc, qui rend des décisions en matière de soins, qui dit « Ici, la décision est rendue avec le cœur. » Donc, on est quand même assez loin, je dirais,
du droit, ou je pense qui se passe dans la tête plutôt que dans le cœur. Et donc, je me fais toucher ou je me laisse toucher par la situation de la personne et je rends la décision avec le cœur, donc la décision que je pense être la meilleure pour cette personne-là, mais qui ne correspond pas toujours, je dirais, peut-être au cadre juridique qui devrait s'appliquer. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Emmanuel. C'est moi qui prends le relais d'Emmanuel Marceau. Alors, c'est très bien. J'ai pris plein de notes. Je suis content parce que c'est un sujet qui me passionne aussi. Alors, voilà, on s'en reparlera peut-être éventuellement. Alors, maintenant, je vais donner la parole à Guillaume. Premièrement, Emmanuel disait que j'étais professeur associé en sociologie à l'UQAM. Je suis maintenant professeur associé en travail social à l'UQAM. Donc, un petit détail, mais juste pour spécifier. Aujourd'hui, moi, un peu dans la foulée de ce que ma collègue vient de présenter sur le tournant thérapeutique de la justice, je voulais vous présenter une recherche qu'on a fait sur cette question-là au niveau des policiers, finalement, et de l'intervention policière. Est-ce que les policiers sont devenus des agents thérapeutiques? C'est un peu la question qui habite cette recherche-là. C'est un créneau de recherche que je développe avec des collègues depuis de nombreuses années, là, plus de 10 ans. Et spécifiquement autour de personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme qui sont en contact avec le système de justice. Donc, l'idée de prendre de cette entrée-là, je dirais, ce qui nous intéressait, c'est de voir une population dite vulnérable d'entrée de jeu, une personne qui a une déficience intellectuelle qui peut être diagnostiquée à l'enfance, par exemple, et voir finalement qu'à l'âge adulte, elle peut se ramasser en contact avec le système pénal et l'idée, c'était d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là, c'est quoi leur trajectoire dans le système pénal et qu'est-ce qui advient d'elles, qu'est-ce qu'on produit comme société quand on traite les gens comme ça. Donc, on a fait des recherches auprès des policiers, en milieu psycholégal, dans les centres de détention. J'ai fait une analyse du travail intersectoriel autour de ces questions-là. Puis, je suis actuellement en train de faire une évaluation d'un programme de suivi probatoire adapté à cette clientèle-là. Donc, aujourd'hui, on va plutôt parler spécifiquement du travail policier, mais il y a tout ça aussi en trame de fond. Donc, c'est un petit peu le plan de match, le contexte de la recherche, la problématique, qu'est-ce que l'intervention policière. Hein? On va faire quand même un petit détour vers déficience intellectuelle en détention pour voir qu'est-ce qu'on produit justement au niveau thérapeutique. Moi, étant un chercheur en milieu de pratique, dans le fond, je suis lié au système de santé et services sociaux, CIUS Centre-Sud. Je suis interpellé par des équipes cliniques souvent, qui sont en fait mes collègues, qui travaillent en déficience intellectuelle dans des ressources, dans ce cas-ci, qui travaillaient dans des ressources à assistance continue, donc les RAC, où on a un profil d'usagers qui ont des déficiences intellectuelles ou un trouble du spectre de l'autisme, mais aussi qui ont la particularité d'avoir des troubles de comportement ou troubles graves du comportement. Donc, des ressources d'encadrement le niveau le plus serré qu'on peut retrouver avant la psychiatrie, je dirais. Et donc, les intervenants qui m'interpellaient à ce moment-là disaient que les interventions policières se faisaient à répétition dans les ressources, qu'on jugeait ces interventions-là souvent inadaptées et donc le momentum était là parce que du côté du SPVM, on se demandait un peu comment intervenir dans ces ressources-là aussi. Il y avait des plans d'action mis en place et donc on voulait aller voir un peu, creuser cette question. Une déficience intellectuelle, malgré toutes les critiques qu'on peut adresser, c'est encore le test de QI qui va déterminer si la personne a une déficience, donc un pointage de 70 et moins avec des comportements adaptatifs limités. Donc, une personne qui a de la difficulté, par exemple, à communiquer, à écrire, à s'occuper d'elle, de son hygiène. Et ces critères-là doivent être apparus avant l'âge de 18 ans. Donc, on a présentement toujours l'idée d'avoir le test de QI, mais ça change un peu. On remet en question les niveaux aussi de déficience, donc légère, modérée, sévère, tout ça. Puis on essaie de se centrer sur les besoins. Maintenant, on va dire comment soutenir cette personne-là. Donc ça, c'est le virage, je dirais, du clinique présentement en déficience intellectuelle sur l'évaluation des besoins et des soutiens nécessaires pour accompagner ces personnes-là qui composent avec un handicap, soit dit en passant. Du côté du trouble du spectre de l'autisme, on parle plutôt d'un trouble neurodéveloppemental avec des lacunes importantes au niveau des communications, des interactions sociales, et certains comportements qu'on va dire activités restreintes ou comportements répétitifs. Donc, on est passé à ce moment-là, on parlait avant des troubles envahissants du développement, on parle maintenant du trouble du spectre de l'autisme. On veut les voir sur un spectre, donc c'est l'idée de trouble du spectre.
Et c'est aussi de plus en plus un courant de la neurodiversité. On nous les présentait comme faisant partie d'un courant de la neurodiversité, donc on ne serait plus tellement sur la pathologisation. On voudrait moins le côté trouble pour dire finalement, il y a différents profils de neurodiversité et ces personnes-là en font partie et il faut les intégrer socialement. Donc, je fais un petit détour, si vous comprenez bien, avant la judiciarisation, en amont, ce qu'on souhaite pour ces personnes-là. On souhaite qu'elles soient intégrées finalement dans la vie communautaire. On souhaite que ces personnes-là soient en logement autonome, idéalement, aient un réseau relationnel positif, des occupations professionnelles, des activités sociales communautaires, qu'elles exercent leurs droits citoyens. Et on souhaite, pour qu'elles réussissent à faire ça, leur offrir un service de soutien qui est gradué à la hauteur de leurs besoins. Donc, une personne qui avait une déficience intellectuelle disait dans la citation suivante, je ne veux pas toujours rester un déficient, je veux devenir une personne normale. Donc, vous voyez, les gens aspirent à être normal, à faire partie de la société, malgré le fait que c'est un état qui est une condition qui est permanente. Si on apporte les bons soutiens, la personne peut tout à fait devenir une citoyenne à part entière. Donc, d'un côté, on a une double conception de l'individu dont il est question ici. On souhaite un individu capable, volontaire, qui est autodéterminé, qui fait ses choix, un citoyen. D'un autre côté, quand on observe ses comportements puis on l'évalue, on la trouve démunie, souvent inapte, désœuvrée, donc isolée socialement. Et donc, il y a une tension entre ces deux pôles-là, finalement, de façon de voir la personne. Et il y a une tension aussi dans la conception de la société qu'on se fait, en fait. Parce que la société, c'est un ensemble de parties complémentaires qui forment un tout cohérent, c'est-à-dire un système de santé avec un système de justice qui fonctionne avec un système scolaire, vous voyez, qui est tout bien emboîté. Ou finalement, est-ce que ce n'est pas plutôt un ensemble ouvert traversé de rationalités qui sont en tension? Donc, un système de justice, justement, qui va jouer le bras de fer avec un système de santé ou un système d'éducation qui va finalement être aussi mis en échec par différents autres systèmes. Donc, la question, ce n'est pas de trancher, on est dans l'un ou dans l'autre, on est définitivement dans la tension entre les deux modèles de l'individu et de la société. Donc, on est dans une société à laquelle on a un rapport à géométrie variable. On est dans une société parfois du risque et de la sécurité. On est aussi dans une société d'inégalité des chances. On va nous dire qu'on est dans une société de droit et de loi, évidemment. On est aussi dans une société techno-bureaucratique. Et on est dans une société aussi qui a particulièrement une approche psychologisante, donc centrée sur l'individu plutôt que les problèmes sociaux. Alors qu'on s'est déjà occupé plutôt de travailler sur des ensembles de populations qui étaient lésées, bien, présentement, on va avoir une approche plutôt individualisante, psychologisante. Donc, tout ça fait en sorte qu'on est dans des logiques qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent. On a, par exemple, ici 3 logiques qui sont en tension. La logique pénale, où on va chercher à avoir une approche de conscientisation par la coercition, par la punition. Et on va avoir un objectif avec ça d'autorégulation des comportements de la personne. Elle va intégrer finalement la norme et va se comporter de façon adéquate en société sans mettre personne en danger. La logique psychiatrique va plutôt aller du côté du rétablissement de la personne. Donc, la personne doit apprendre à composer avec sa maladie ou idéalement guérir. Emmanuel en parlait à l'instant, s'autogérer dans la communauté idéalement ou sinon, par des mécanismes d'exception, se faire exclure de la société ou retirer. Et on a aussi la logique psychosociale, qui est une logique qui se distingue de la logique psychiatrique, dans le sens que les personnes auraient besoin plutôt d'adaptation, réadaptation, de soutien social. Et là, c'est particulièrement ça qui s'applique auprès des personnes qui ont une déficience ou un trouble du spectre de l'autisme. Donc, on est dans une approche plutôt de réadaptation qui vise l'autodétermination de la personne et son intégration dans la société. Donc, petit détour pour dire, c'est le plan de match. Tout ça, ça se corse quand, évidemment, une logique prend le dessus sur l'autre. Donc, juste pour faire un profil des personnes qui sont dans la filière pénale, les personnes qui ont des TSA, on va parler d'un taux de prévalence qui est plus élevé. Je vais passer rapidement sur cette fiche-là parce que c'est des éléments qu'on a vus aussi dans la présentation d'Emmanuel. Donc, le profil classique aussi, la personne, un jeune homme, antécédents familiaux, des contacts avec le système pénal, la pauvreté, des problèmes de santé mentale, des abus de substances. Donc, c'est le profil, grosso modo, des personnes qu'on gère dans le pénal. Il n'y a pas vraiment de différence, sauf qu'ils sont surreprésentés dans le sens qu'il y en a plus, un pourcentage plus élevé en détention, par exemple, que dans la communauté. Donc là, il faut se poser une question sur l'effet structurel, finalement, du système. Pour arriver à la recherche avec les policiers,
On s'est fait demander, donc, on est parti sur la question de l'intervention policière. Comment assurer une intervention policière adaptée lors des situations impliquant des personnes autistes ou composant avec une déficience intellectuelle? On a fait 8 focus group, on a rencontré 25 intervenants du réseau de la santé et des services sociaux et 36 policiers du SPVM. On voulait voir un peu qu'est-ce qu'ils ont à se dire, ces personnes-là. Finalement, d'un côté, on avait les intervenants. Je peux peut-être passer, je vois qu'on se force pour voir, je peux peut-être passer en mode plein écran. Donc, d'un côté, on avait des personnes des intervenants sociaux qui nous disaient que les interventions policières sont inadaptées dans le sens qu'elles sont souvent trop musclées. Les policiers arrivent et sautent en groupe sur la personne, ou trop clémentes. Les policiers arrivent, mettent les sirènes, font faire un tour de voiture à la personne et la ramènent à la ressource. Donc, beaucoup de frustration du côté des intervenants sociaux qui disaient que c'est inadéquat d'agir comme ça avec les personnes. D'un autre côté, on trouvait qu'il y avait un risque de profilage de la population avec une DITSA. Quand les policiers venaient intervenir dans une ressource, pouvaient voir les autres personnes qui avaient des troubles de comportement et peut-être prendre des notes sur l'adresse. On a un manque de les intervenants sociaux reprochaient un manque de connaissances en DITSA aux policiers. Disaient que le système pénal était inadapté pour eux. Ceci dit, la déjudiciarisation peut égaler un sentiment d'impunité chez la personne. Donc, on a un discours paradoxal sur le fait que le pénal est inadapté, mais idéalement, il faudrait l'adapter parce que si on ne judiciarise pas ces personnes-là, ils vont se sentir impunis puis ils vont continuer leur comportement problématique. Et les intervenants nous disaient, puis on manque criamment de ressources d'hébergement pour les personnes en situation de crise ou des personnes qui sont agitées, qui sont en état de crise finalement. Qu'est-ce que les policiers avaient à nous dire sur ce regard-là que portaient les intervenants sociaux sur eux? Qu'est-ce qu'ils avaient à dire sur le regard qu'ils portent sur les intervenants sociaux? Donc, les policiers nous ont dit abondamment qu'ils se sentaient instrumentalisés par les services, pour toutes sortes de raisons qu'on verra tout à l'heure, que les intervenants les appelaient, mais ils ne voulaient pas partager aucune information en disant que c'était confidentiel. Donc, les policiers qui voulaient intervenir de façon adaptée ne pouvaient pas avoir ces informations-là qu'ils souhaitaient. On disait que les policiers ne peuvent pas être formés sur l'ensemble des problématiques qu'ils croisent dans une journée. Donc, une formation très spécialisée en DITSA, ce n'est pas vraiment possible. Il décriait aussi le manque de ressources d'hébergement parce qu'il se rendait compte qu'il promenait ces personnes-là, par exemple, de la ressource assistance continue à l'hôpital, à la ressource en réseau comme ça, sans qu'il y ait une place où la personne puisse vraiment s'intégrer. Et que le consentement aux soins, finalement, qu'on a besoin pour avoir l'information, faisait obstacle à la prise en charge policière. On disait aussi que les intervenants sociaux sont confus quand les équipes de policiers hybrides arrivent. Donc, il y a des policiers avec un travailleur social, par exemple, qui va être avec un patrouilleur. Donc, on ne savait plus trop comment agir avec ces équipes hybrides-là. J'ai un chat qui se fait une mission d'être dans toutes mes présentations. Désolé. Qu'est-ce qu'on souhaitait du côté des intervenants? On souhaitait quand même la formation en DITSA pour les policiers. On souhaitait qu'il y ait un partage d'informations plus adéquat, des interventions donc plus adaptées, un relais pénal qui se ferait dans un système pénal plus adapté aussi, puis l'utilisation d'équipes spécialisées, même avec le double discours de « on veut judiciariser, mais pas trop ». Et donc ça, c'était plutôt compliqué. Du côté des policiers, on disait que les intervenants devraient apprendre à gérer les situations dangereuses, à être équipés pour le faire, partager plus d'informations pour faire des interventions sécuritaires, puis faire le relais vers les équipes spécialisées si eux n'étaient pas à même de faire ce travail-là. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les policiers nous disaient, nous, des ITSA, ça ne nous dit pas grand-chose parce que nous, on considère qu'on intervient avec une gamme de personnes vulnérables. Et donc, c'est plus la catégorie vulnérable qui nous parle que la catégorie des ITSA, par exemple. Et là, dans la recherche, on nous a fait une liste, ici je la mets non exhaustive, de personnes qui correspondraient à ce profil-là, dit vulnérable. Donc, les policiers disent qu'ils croisent l'ensemble de ces personnes-là. Je ne lirai pas la liste, mais vous pouvez la regarder. Et donc, ça va vraiment de personnes effectivement qui ont une déficience, qui ont de l'autisme, mais ça passe par la toxicomanie, la personne qui a des idéations suicidaires, la personne en situation d'itinérance ou qui a un traumatisme crânien, vous voyez, donc, et les personnes âgées. Tu sais. Donc, il y a vraiment toute une gamme de profils qui sont considérés comme vulnérables chez les policiers.
policiers, à ce moment-là, vont dire, bien, on a quand même des ressources spécialisées, malgré ce qu'en pensent les intervenants. On a des formations en santé mentale. On a des policiers qui sont formés en réponse en intervention de crise. On a des équipes spécialisées, donc l'équipe de soutien aux urgences psychosociales qui viennent en soutien à leurs collègues lorsqu'ils sont devant une crise pour désamorcer cette crise-là. Les équipes mobiles d'intervention en itinérance, l'équipe Emery, qui va faire aussi, c'est une équipe hybride, donc patrouilleurs avec psychoéducateurs, par exemple, qui vont venir intervenir auprès des personnes. Et on a des dispositifs qui peuvent mener à la déjudiciarisation, même suite à la crise. Donc, l'urgence psychosociale qui va être là pour agir en amont de la judiciarisation et le programme d'accompagnement justice en santé mentale de la Cour municipale de Montréal qui va agir finalement, s'il y a judiciarisation, essayer de faire un accompagnement des personnes pour un relais vers les bons services. Donc, les policiers ne se disaient pas totalement démunis, contrairement à ce qu'en pensaient les intervenants sociaux. Est-ce qu'ils sont pour autant des agents thérapeutiques? Ça, c'est une autre question. Les policiers nous ont dit, ben, nous, finalement, oui, on agit comme en fonction des appels qu'on reçoit, mais finalement, dans une journée, on collige l'information, on va faire de la médiation dans des conflits, on joue le rôle d'arbitre parfois, ou des fois, on va avoir une approche carrément plutôt militaire. La citation ici est éloquente pour ça, en disant, bon, ben, nous, peu importe si la personne est DI ou quoi, des fois, il faut agir de manière sécuritaire. Fait que là, on dit un gars avec une pelle ou un couteau qui essaie de poignarder du monde, qu'il soit DI, autiste, qu'il soit whatever, un moment donné, nous autres, on a un rôle de policier, avant tout, sauver des vies. Donc, on nous ramenait à la mission, finalement, très sécuritaire de la police. Les policiers continuaient dans leur type de rôle et donc, ils nommaient que finalement, des fois, ils se posent même en avocat de la défense parce que devant des intervenants qui voudraient judiciariser la personne, ils disent, ben, ça n'a pas de sens de judiciariser quelqu'un qui a une vulnérabilité telle. Vous êtes sûr que vous voulez porter plainte et tout. Ils faisaient finalement de l'advocacy pour les personnes. Les policiers déploraient qu'on les utilisait aussi des fois comme des épouvantails. La citation dans le bas nous le dit. Là. On nous demandait, on se faisait demander par les intervenants, fais-y peur avec les menottes. Donc, menotte-le, amène-le aux écrous, mais judiciarise-le pas pour vrai. Finalement, fais la mise en scène d'une arrestation pour qu'il y ait assez peur pour recommencer le comportement. Et les policiers nous disaient finalement aussi que leur rôle était beaucoup de faire le taxi avec ces personnes-là, comme je disais, les promener de la ressource à l'hôpital, d'une autre ressource, encore à l'hôpital, à la cour, bref, et que finalement, ils servaient de service de transport. Les policiers nous ont vraiment parlé abondamment de leur rôle au quotidien dans leur patrouille, leur rôle de thérapeute, justement, de relation d'aide. Dans plus de 70% des cas, on est en relation d'aide. C'est revenu très, très souvent. Il y en a qui se présentaient même comme des préposés en disant, nous, on va chez des gens qui sont esselés, on va vérifier s'ils ont de quoi manger dans le frigidaire, on va essayer de les soutenir. Et les policiers disaient finalement, avec ces personnes-là, on va faire l'intervenant pivot. Si la personne est complètement isolée, ben moi, je vais commencer à appeler des ressources pour voir s'ils ne peuvent pas la prendre en charge, s'ils ne peuvent pas passer la voir au moins 2 fois par semaine, s'ils peuvent pas. Et donc, il y avait le policier qui essayait de faire du maillage, retisser un réseau social autour de ces personnes-là qui considéraient complètement démunies. Donc, on le voit, la tâche était un peu, initialement, la demande des intervenants sociaux était vraiment de faire des interventions adéquates dans des ressources et les policiers nous disent, ben finalement, nous, c'est la pointe du iceberg ce que vous nous demandez parce que dans notre travail, on doit faire des historiques d'appel, on doit remplir des tableaux PDQ, contacter les proches et les intervenants, intervenir dans des conflits, évaluer l'intentionnalité derrière le geste de la personne, faire cheminer des plaintes, neutraliser des dangers, assurer la sécurité publique. On doit dissuader certains plaignants, déjudiciariser ou faire peur en brandissant la menace de l'arrestation, assurer le transport, faire de l'intervention psychosociale abondamment, assurer le bien-être physique des personnes, veiller à ce qu'elles ne manquent de rien, tisser un filet de sécurité autour d'elles. Et donc, vous voyez, les policiers disaient, on en a plein les bras finalement. On a besoin d'un système de santé et services sociaux qui fonctionne mieux, qui en prend plus. Donc, on déplorait un mandat qui dépasse largement les enjeux de sécurité publique, là où les policiers nous disaient, ben moi, quand j'étais allé à l'école, finalement, je pensais d'arrêter des voleurs, et c'est vraiment pas ça qui arrive au quotidien. On a des moyens limités qui appellent à mettre des solutions en place, des solutions de fortune. Dans le sens, bricoler un peu avec son calepin de ressources. L'autre fois, ça a fonctionné avec cette personne-là lorsque j'ai appelé à cette ressource-là. Est-ce que ça pourrait fonctionner cette fois-ci aussi?
puis des possibilités d'arrimage ou d'harmonisation de pratiques qui sont restreintes. Finalement, on n'a pas beaucoup de collaboration. Tout le monde a le discours de la collaboration et du fait qu'ils veulent travailler à décloisonner, tout ça. Bien, finalement, on déplore un travail en silo. Un haut gradé de la police qui nous disait « Si c'est rendu à la police de ramasser le monde dans la rue, pour des crises, on a un méchant problème. Parce que nous autres, on est le dernier filet de la société. Parce qu'après nous autres, il n'y a personne. » Et je trouvais ça intéressant parce que ça faisait écho aux autres recherches qu'on a menées. Après eux, il n'y a personne, plus ou moins vrai. Hein? Il y a la cour, il y a éventuellement la détention, puis il y a la suite des mesures. Donc, pour faire un petit détour sur la recherche qu'on avait faite en détention, on a fait une recherche qui portait exclusivement sur les personnes qui avaient des déficiences intellectuelles à cette époque-là. Donc, c'est une recherche sur dossier et on essayait de voir les trajectoires des personnes, le contact. On s'est rendu compte qu'il y avait plus de condamnations finalement. On avait fait un appariement de dossiers, donc on regardait des personnes qui ont des déficiences qui sont incarcérées versus des personnes sans déficience qui sont incarcérées. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plus de condamnations, qui passaient plus de temps en détention, puis qui faisaient plus de délits de système. Donc, essentiellement, le délit de système, je dirais, c'est des bris de probation qui ramènent un autre épisode de judicialisation. Et contrairement à ce qu'on lisait dans les autres recherches, finalement, dans le processus pénal, la déficience intellectuelle était identifiée, mais était rarement prise en compte, en fait. On n'arrivait pas à la prendre en compte. Donc, ce n'est pas que les personnes passent sous le radar, on les voit, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ça, c'est beaucoup moins clair. C'est intéressant de lire les évaluations aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on peut faire de la thérapeutique avec la justice? Une évaluation à subir son procès, ici faite par un psychiatre qui disait, bon, ben, il reconnaît que le jugement de la personne est limité. L'autocritique est partielle, il n'y a pas beaucoup d'introspection. Donc, c'est assez classique du profil de personnes qui ont une déficience intellectuelle. Par contre, on disait, monsieur sait quelles accusations sont retenues contre lui, il comprend les conséquences d'un verdict de culpabilité, il peut collaborer à l'élaboration de sa défense avec son avocat, donc dire coupable ou non coupable à son avocat, confier le mandat. Il pourrait respecter le décorum de la cour, dont le point de vue psychiatrique, monsieur est apte à subir son procès. Donc, on reconnaît la déficience et ses traits. D'un autre côté, on dit, bon, ben, il est considéré quand même apte. Évaluation de la responsabilité criminelle, cette fois-là. Donc, au moment du délit, est-ce que la personne était consciente faisait la distinction entre le bien et le mal, était consciente de ce qu'il était en train de faire? Le psychiatre va dire criminellement responsable. Monsieur souffre principalement d'une déficience intellectuelle avec trouble du comportement, donc le profil dont je vous parlais. Tout écart de conduite devrait être judicialisé de façon répétitive dans le but de lui faire intégrer les limites. Donc, ça, c'était assez troublant de lire ça parce que à ce moment-là, le monsieur en question avait 43 épisodes de judicialisation derrière lui et une trentaine de passages en détention. Donc, ça se demandait un peu quand, finalement, la judicialisation de façon répétée va lui faire intégrer réellement les limites. Donc, est-ce que vraiment la judicialisation à répétition peut avoir une vertu thérapeutique? En détention aussi, on évaluait, comme je vous dis, la déficience était comme présente. Monsieur a reçu un diagnostic de déficience légère, donc il est difficile pour lui d'intégrer les différents programmes en milieu carcéral. Toutefois, il devrait prendre ce temps pour se questionner davantage sur ses inconduites et les moyens à privilégier afin d'éviter une récidive. Donc, vous voyez, on reconnaît la déficience, puis en même temps, on charge la personne de faire par elle-même le bout de chemin qu'elle doit faire. Je vous passe celle-là, c'est plus ou moins... Oui, au niveau, ce que je voulais plutôt voir avec vous, c'était les limites à la réinsertion sociale, parce qu'après avoir fait ça, soit au nom de la thérapeutique ou pas, par défaut, je dirais judicialisé par défaut, qu'est-ce qui arrive à la fin du processus judiciaire? On disait que c'est difficile d'envisager une modification de la trajectoire de vie de la personne, parce que trop judicialisé, puis on dirait que le mal est fait. On va dire que les personnes ne possèdent pas les acquis ni les appuis pour réussir sa sortie, donc la réintégration à la communauté. Que son projet de vie, le projet son projet de sortie, finalement, je vais aller dans un appartement, je vais me trouver un travail, était inadéquat ou irréaliste. Donc, on dit que les personnes avaient peu de chances de se soumettre à des services aussi, d'accepter des services de soutien sur une base volontaire. Donc, ils sont plutôt réfractaires à obtenir des services. On déplorait que toutes les tentatives antérieures avaient été des échecs, donc la personne se sent déjà mise en échec. Qu'elles n'ont pas les capacités pour réussir une adaptation sociale convenable, donc se réadapter, ou que les capacités étaient limitées, qui limitaient les perspectives de réinsertion, finalement. Donc, un regard assez sombre sur, en bout de ligne, finalement, quand on a judicialisé, qu'est-ce qui peut se produire avec ces personnes-là.
Guillaume, je vais te demander je dois faire le gardien du temps. Oui, excellent. Je vais finir là-dessus, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on produit quand on fait ça? Est-ce qu'on produit de la thérapeutique? Très questionnant, ou plutôt non que oui, comme vous avez compris. L'intervention pénale est considérée comme légitime, par contre. Les délits, la personne fait un délit, elle est considérée comme personne à part entière. Elle est souvent, la plupart du temps, apte à subir son procès et criminellement responsable. D'un autre côté, les délits sont liés à son impulsivité et à sa déficience. C'est difficile de mettre encore un cadre d'intervention en place. Puis, les barrières de réinsertion vont être directement en lien avec la déficience intellectuelle. Donc, peut-être en terminant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager via le chat un article qu'on a écrit sur, finalement, la police à l'assaut des problèmes sociaux dans le champ pénal, un article qu'on a signé avec Emmanuel en complément de présentation. Désolé d'avoir dépassé le temps. Super. Merci, Guillaume. C'est vraiment pertinent. Ça fait toujours penser à cette idée-là que le système de justice est fait pour des personnes rationnelles ou un certain type de profil. Puis après ça, lorsque ça ne correspond pas, il y a des difficultés qui surviennent. Puis il y a plein de personnes à différents niveaux qui ont de la misère à gérer ça ou qui le font avec leurs propres limitations, leurs propres restrictions. Merci beaucoup. Ça va être le tour à Pierre Parizeau-Legault de parler. Super, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci à mes collègues qui ont présenté avant moi. Emmanuel, Guillaume et son co-présentateur Charles, le chat. C'est un plaisir de poursuivre, en fait, dans la même lignée, sous peut-être une facette différente de la thématique qui est à l'étude ce soir. Quand on a discuté en fait du thème, je trouvais intéressant aussi, si on part de l'hypothèse de la judiciarisation des problèmes sociaux, mais également des personnes aux prises avec une problématique de santé mentale, de tester cette hypothèse-là sous l'angle de la configuration des pratiques d'intervention et des pratiques soignantes. D'où un peu l'objectif de la présentation, donc soigner, traiter, contraindre. Ici, je fais référence à 3 référents anthropologiques différents qu'on va voir dans la présentation. Pour tester en fait ce que signifie la justice thérapeutique et surtout pour découvrir ou du moins réfléchir collectivement à ses présupposés et à sa mise en œuvre, un peu comme Emmanuel l'expliquait également dans sa présentation. Et donc, à partir de là, il y a une question que je vous pose ce soir et que souvent c'est une question avec laquelle j'aime introduire les sujets. Quand on parle de justice, est-ce qu'on parle de la justice comme un système ou est-ce qu'on considère que la justice est aussi une expérience? La question que je pose et que je soulève ce soir, c'est que, vous l'avez dit dans la présentation, je suis un infirmier de formation et donc ma posture est une posture essentiellement externaliste face au droit. Les outils que je vais utiliser dans le cadre de la présentation réfèrent principalement des théories de la sociologie du droit, notamment de l'effectivité des normes juridiques, donc leur degré de réalisation dans les pratiques sociales, mais aussi du fameux pouvoir discrétionnaire qui est attribué aux subordonnés du droit, donc aux agents extra-juridiques qui, dans certaines situations, et c'est notamment le cas de l'ensemble des règles qui balisent, structurent, organisent les services de santé mentale lorsque les procédures d'internement ou d'hospitalisation contrainte sont en place, ces règles, en fait, incorporent dans leur formulation des concepts qui ont à la fois une signification juridique et à la fois une signification clinique. Il y a donc un exercice de traduction constant qui se fait, de négociation normative également, pour faire en sorte que les intervenants puissent tenter, je dis bien tenter, de se comprendre. À l'intérieur de ça, on retrouve également le justiciable, donc cette personne-là qui va subir, vivre et évidemment, cette personne-là va avoir une expérience du droit qui est fondamentalement différente de la structure comme telle. Et c'est ici où, si on s'intéresse à la justice thérapeutique, on doit nécessairement s'intéresser à l'expérience de la justice, à l'expérience de cette justice pour le rétablissement des personnes qui vont la vivre, qui vont la subir dans certains cas, également qui vont vivre une expérience particulière par rapport à l'application de ces règles-là. Et donc, cette question-là, moi, je l'explore sous l'angle des pratiques d'intervention, des pratiques soignantes, avec un objectif très clair de déterminer, premièrement, quelles sont les configurations d'une posture alliée en santé mentale, si cette posture-là est également tenable dans l'organisation actuelle des services, ou si on n'est pas ici en train d'attribuer à des agents thérapeutiques le sale travail d'appliquer des règles
suivant une procédure qui serait essentiellement déterminée. Et les terrains que j'ai faits dans les dernières années, notamment avec Emmanuel et Guillaume, et ici, je parlerai plus d'un terrain de recherche que je suis en train de mener. Là, on étudie en fait la coercition en santé mentale sous l'angle à la fois des personnes concernées, de leurs proches et également des intervenants. Et on a fait environ 70 heures d'observation et on est rendu à environ 32 entrevues là, de ces personnes comme telles. Et donc, les réflexions émergent de ce terrain-là principalement, et je vais peut-être faire suite avec Guillaume aussi pour vous mettre un article en lecture là, qui émerge de ces réflexions-là. Et donc, si on revient à la question de base, soigner, traiter, contraindre, si on se réfère en fait encore une fois ici au référent normatif du soin, du traitement et de la contrainte, on voit que le soin, en fait, c'est une pratique qui est avant tout sociale, qui est anthropologique, qui est une pratique de solidarité et qui n'est pas, qui, bon, maintenant est professionnalisée, mais qui n'est pas nécessairement le monopole d'une profession. On va soigner ses proches, sa famille et compagnie, et si on entre dans une optique d'intervention, ben oui, effectivement, le soin va devenir professionnalisé. Mais à la base, c'est une pratique qui est anthropologique. À la différence du traitement, qui, lui, va avoir un supposé ou un présupposé de contrôle sur la normale. Et donc, le traitement va supposer qu'on et là, si on reprend les travaux de Foucault ou de Canguilhem, hein, qu'on souhaite recentrer la personne sur une forme de normalité, qui ici correspond généralement santé mentale, un peu comme M. Lafleur l'a dit, là, à l'être humain raisonnable, rationnel, autonome, capable de s'autodéterminer. Et on a également la contrainte qui non seulement va chercher à recentrer le soin sur cette norme-là, sur cet idéal du sujet, mais également qui va contraindre, donc imposer quelque chose contre la volonté de la personne. Et ici, ce qu'on voit dans les études qu'on mène, c'est que la contrainte actuellement est considérée comme une forme de traitement. On est donc très loin de la conception du soin et ça questionne les fondements même de ce que l'on considère comme une justice dite thérapeutique. On doit également remettre tout ça en contexte. Donc, c'est-à-dire que les savoirs produits sur la personne, ils nous viennent d'où? Pourquoi la contrainte est aussi enchevêtrée au champ d'intervention psychiatrique? Ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, dans les services psychiatriques, on utilise la judiciarisation parfois comme une porte d'accès aux services. Dans certains écrits, quand on s'intéresse au vécu des personnes, ils nous disent, pour certaines d'entre elles, ben, la contrainte, elle a été utile parce que j'ai eu, premièrement, une intensité relationnelle que je n'avais pas et une intensité de service que je n'avais pas non plus. Ici, moi, sous l'angle du dernier recours, ça soulève un certain nombre de questions sur les usages sociaux de la contrainte pour finalement garantir cette forme d'intensité de service-là aux personnes en temps opportun. Ce que Kontos nous dit ici, c'est qu'on a affaire vraiment à un argument d'exceptionnalisme psychiatrique, et cet exceptionnalisme-là est décrit comme la prétention de la psychiatrie à être une figure d'exception dans le paysage médical, ce qui va également renforcer la représentation des patients et également des représentants de la psychiatrie. Je parle des psychiatres, oui, mais d'autres types de représentants aussi, dont les infirmiers et infirmières, comme étant des figures d'exception. Évidemment, ici, sous l'angle du droit, du moment qu'on crée une zone d'exception, on a également le risque de créer une forme de zone de non-citoyenneté, une zone de suspension des normes juridiques ou à tout le moins des normes de réalisation du droit. Et encore une fois, ici, je m'intéresse à ce qui configure l'expérience de la justice, tant dans ses conditions matérielles, hein, l'accès aux services, mais également dans ses conditions matérielles. Ici, on parle donc des relations thérapeutiques qui sont entretenues avec des agents thérapeutiques qui ont à la fois la responsabilité de soigner et qui ont également cette fonction de contrainte inhérente à leur rôle. Et ici, il y a un travail de négociation constante entre ces deux pôles-là qui créent des tensions normatives énormes. Dans une récente recension des écrits qu'on a réalisés dans les dernières années, on s'est intéressé en fait à l'intégration du discours des droits humains dans la pratique des soins infirmiers. Et ce qu'on a relevé, en fait, c'est que systématiquement, la contrainte était considérée comme un mal nécessaire. Ce qui est étrange ici, parce que normalement, si la contrainte devrait être une mesure de dernier recours, on devrait normalement l'assimiler à un incident critique, c'est-à-dire un incident qui ne devrait normalement pas arriver et qui, s'il arrive, devrait nécessiter un retour sur l'événement très, très, très complet pour s'intéresser à l'amélioration des pratiques. Et ici, quand le personnel soignant discute de son rôle dans l'application de la contrainte, il la décrit comme un mal nécessaire. On voit ici qu'il y a une forme de dissonance cognitive, en fait, entre le rôle de soin et également la fonction de contrainte que je décrivais tantôt. Et donc, cet argument de la nécessité repose aussi sur la configuration des pratiques de soins.
Actuellement, ce que l'on voit dans les cursus de socialisation professionnelle, c'est qu'en fait, on a vraiment un investissement biomédical des pratiques. On s'intéresse donc à la logique d'efficacité qui caractérise les soins, ou on s'intéresse en fait à la mesure du temps d'occupation des lits, par exemple. Ici, je prends l'exemple de l'Ontario. On a une étude récente de l'Ebenbaum qui est sortie où on estime que c'est 77 des personnes hospitalisées en psychiatrie qui le sont contre leur gré. Une augmentation de 7 dans un délai d'environ 10 ans. Et donc, quand on dit que la contrainte devait être l'exception, on voit ici qu'on a des facteurs et des forces en place qui font en sorte qu'à l'intérieur même des institutions psychiatriques, la contrainte devient une norme, plutôt qu'une exception dans certaines circonstances. Et on a donc cette incapacité des soignants à faire sens avec leur expérience parce qu'ils sont socialisés, en fait, aux instruments typiques de la psychiatrie qui sont, en fait, les modalités diagnostiques qui s'intéressent, en fait, à la personne et son trouble plutôt qu'à la symptomatologie, à l'expérience vécue de la personne à l'intérieur de son établissement. Et donc, si je reviens à cette question-là, est-ce que la justice correspond à un système ou une expérience? Vous avez sans doute compris de mon argument que si on souhaite s'intéresser à la justice thérapeutique, on doit s'intéresser à l'expérience de la justice. Sinon, nous avons affaire ici à une justice qui, dans ses prétentions d'objectivité, est une justice très morale. Et de s'intéresser au savoir des personnes va peut-être nous donner les meilleurs indicateurs sur la portée thérapeutique des interventions auprès donc des justifiables ici en santé mentale. Je regarde le temps qui file et je n'aurai pas le temps de parler de cette étude et je vois que Sylvain sourit, donc j'imagine que ma lecture du temps est bonne. Je vous laisse la lire, mais il y a plusieurs études qui démontrent qu'en fait, les professionnels de la santé, quand ils déploient leurs habiletés de négociation thérapeutique, sont capables en fait de réduire le sentiment de coercition perçu et de travailler plus sur la relation malgré la présence de contraintes. On voit donc qu'il y a une marge de manœuvre qui est possible auprès des intervenants de la santé qui souvent ont à intervenir auprès des personnes qui sont soit traitées ou hospitalisées contre leur gré. Tout ça pour dire que les espaces de justice en santé mentale, selon les observations que je fais dans le projet de recherche dont je vous parlais, ou même des entrevues que l'on mène, on voit que ces espaces-là sont avant tout relationnels. Et ça pose donc une question importante. Est-ce que la justice thérapeutique est possible lorsque le soin lui-même est porteur d'une certaine violence symbolique, une violence donc qui est bien décrite dans toutes les études qui portent sur la psychiatrie biomédicale, dont les effets sur les rapports sociaux sont très structurants dans sa capacité à objectiver la personne par rapport à un dit trouble de santé mentale. Et ici, donc, si on souhaite aller vers cette expérience de justice thérapeutique, on peut comprendre que cette justice-là reposerait beaucoup moins sur le respect des procédures légales, qui sont importantes, mais qui ne sont pas nécessairement garantes d'une expérience favorable, que sur l'identification des conditions d'existence d'une justice, à la fois dans l'accès aux services, mais également dans les relations qui sont capables d'être établies entre les agents thérapeutiques et les personnes soignées. Je n'irai pas plus loin dans ma présentation et je vais laisser donc la relève à mes collègues et à ma collègue également Emmanuelle qui va compléter. Merci beaucoup de votre écoute et c'est un plaisir d'être là ce soir. Merci, merci Pierre, passionnant. J'ai hâte de retrouver ton texte, comme tu as dit dans le chat, tu vas le poser plus tard, je vais le lire avec grand plaisir. Alors, ça va être le tour d'Emmanuelle Marceau, notre maître de cérémonie. Je pense qu'on va l'appeler comme ça aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Je pense que je vais me permettre de rebondir à quelques moments durant ma présentation sur ce que tu viens d'expliquer. Je veux juste peut-être clarifier en débutant que je ne suis pas une chercheure en santé mentale. Mon lieu de parole est plutôt celui de l'éthique appliquée et aussi d'une docteure en philosophie pratique qui s'est interrogée sur le phénomène juridique parce qu'à la base, j'ai une formation en droit. Et en fait, je suis allée réfléchir aux rapports, aux complémentarités, aux relations des fois de tension entre le droit et l'éthique, plus comme mode de gouvernance. Donc, ma présentation va un petit peu se situer, je vous dirais, vous me direz si vous trouvez qu'elle est en amont ou sous-jacente aux propos qui viennent d'être tenus. Puis j'aimerais peut-être juste rebondir sur ce que Sylvain nous disait un peu quand il parlait. Le droit est fait un peu pour la personne rationnelle, conventionnelle et on applique la norme. Mais en fait, moi, ce que je vais vous illustrer un peu, c'est même pour la personne rationnelle, conventionnelle, normale, le droit, depuis des décennies, je vous dirais, présente certaines insuffisances, certaines limites qui ont été beaucoup décriées
dans la littérature et c'est ce que je vais en fait commencer par explorer et de démontrer un peu comment l'éthique appliquée, et vous allez voir que ça va rejoindre beaucoup les propos de Pierre, peut permettre de redonner sens à l'agir, tant au niveau des intervenants, donc les intervenants en santé, mais aussi des personnes qui sont soit objets ou sujets de soins. Et c'est ce que je vais explorer en fin de présentation avec les propos de Jean-François Malherbe. Donc, rapidement, je vais voir un peu c'est quoi les limites du droit. Là. Je ne veux pas faire le procès du droit, c'est pas ça. Le droit a plein de vertus, plein de forces et il a toute sa légitimité, évidemment, dans nos sociétés, mais il y a aussi certaines tensions, certaines limites. Et c'est un peu ce que j'ai commencé par illustrer ici, à la fois à l'aide de propos de juges Otis, que vous connaissez peut-être, là, qui a fait beaucoup, entre autres, pour initier la médiation dans les cours de justice. Donc, essayer de donner un aspect plus souple, plus convivial, plus flexible au droit. Parce que, bon, ce qu'elle disait déjà dès le début des années 2000, c'est que le recours aux tribunaux semble ralentir, c'est moins accessible au Québec. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de dossiers, il y a des délais. Évidemment, on est avant l'arrêt Jordan, donc effectivement, c'est un problème qu'on voyait se pointer à l'horizon. Et là, si on va voir un peu, bon, Otis et Georges Legault, qui, lui, est philosophe éthicien, ils vont un peu plus loin et ils disent il y a comme une inefficience du droit, justement, à réguler, même monsieur rationnel ou madame rationnelle normale, si vous me permettez l'expression, il y a déjà des lacunes. Le droit peine, justement, au plan social à réguler certains comportements. Et Habermas, philosophe, va nous dire, même au tournant des années 90, là, juste avant les années 2000, il y a une crise du droit qui est liée à son manque de légitimité. Donc, la fameuse question, pourquoi je devrais obéir au droit, pourquoi je dois me conformer, Habermas dit il y a des problèmes de légitimité de fond qu'on n'a toujours pas abordés et qu'il faudrait bien aborder. Je ne veux pas plus aller sur les travaux d'Habermas, mais voilà. Ministère de justice du Québec dès 2006 et le barreau lui-même 2013 nous dit il y a une crise d'accès à la justice carrément. Donc, pour une personne qui est apte, qui a des moyens, c'est difficile d'accéder à la justice par l'entremise des tribunaux. Alors évidemment, vous voyez bien que là, ça fait encore plus écho à ce que les autres personnes ont dit, quand on est avec un trouble de déficience d'attention, de déficience intellectuelle, qu'on a toutes sortes de situations de vulnérabilité, évidemment, c'est encore beaucoup plus fastidieux, voire impossible d'obtenir la justice par les tribunaux. On a la juge Lajoie, aussi Legault, Lacroix qui est un autre philosophe du droit, Guy Rocher, sociologue de renom. On nous dit les insuffisances sont maintenant dénoncées par plusieurs disciplines, les juristes, les philosophes, les sociologues. Stéphane Bernacchi, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, a écrit, pour résumer un peu, dans le fond, on a fait une erreur. On a pensé que si on mettait dans la Charte des droits et libertés des droits, qu'automatiquement, la visée d'intentionnalité de la norme se réaliserait effectivement dans le monde vécu. Ça fait écho à ce que Pierre nous disait, c'est-à-dire que entre ce qu'on souhaite entre les théories et la pratique, il y a des écarts. Même chose pour le droit. Donc, il y a différents enjeux, lourdeur du débat contradictoire de deux parties, des défaillances du système lui-même, des délais, des procédures accusatoires contradictoires, une complexité du monde juridique, polarisation des rôles, coûts, des traumatismes qui sont liés justement à l'appareil judiciaire. Ce que Legault, dans ses mots aussi, va nous dire, c'est qu'il y a une crise de l'autorité. Donc, le modèle command and control qui autrefois fonctionnait mieux, fonctionne de moins en moins bien. Donc, on va demander des pourquoi. Les gens se posent de plus en plus de questions. Bref, je vous fais une histoire longue, succincte, en quelques minutes, pour vous dire, on voit qu'il y a des limites du droit à gérer le vivre ensemble. Puis, quand je suis arrivée dans mes études en éthique appliquée, c'est une des choses qu'on discutait beaucoup. Là. On était au début des années 2000, là, je venais de terminer mon droit, là, je pense que c'était en 2005 que j'ai commencé en éthique appliquée. Puis à l'époque, c'était un peu le discours. On ne savait pas trop c'était quoi l'éthique. Là, on entend beaucoup plus parler de l'éthique aujourd'hui, dans l'actualité, etc. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'on se disait, justement, est-ce que le droit et la justice, c'est vraiment ça? Il y a peut-être besoin d'aller voir ailleurs pour essayer justement de redonner sens à l'agir, de coordonner notre agir, puis peut-être justement, véritablement, d'avoir un peu
grande expérience ou meilleure expérience de justice. Donc, rapidement, c'est quoi l'éthique appliquée? Ben, c'est une branche de la philosophie qui va être axée plus sur un art du questionnement en situation, d'où l'appellation appliquée. On va se baser, quand on fait de l'éthique appliquée, sur différents repères. Donc, oui, effectivement, on peut analyser dans une prise de décision éthique la normativité juridique ou d'autres politiques, mais on va aussi beaucoup s'attarder aux valeurs, c'est-à-dire des idéaux de société qui vont nous motiver à agir. Donc, et on se rend compte, dans le fond, puis il y a des études qui démontrent, entre autres en management, que des approches qui sont fondées sur l'éthique, sur des valeurs, sont gages d'un bien meilleur succès que celles qui sont plus normatives et fondées plus sur j'ai des normes, j'adopte des politiques, je sanctionne mes employés, hein, où là, la motivation, évidemment, n'est pas au rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait un peu plus concrètement quand on est dans une situation puis on fait de l'éthique? Mais on se pose des questions. C'est quoi la meilleure décision? C'est quoi la meilleure approche ici? C'est quoi les lois qui vont s'appliquer? Qui sont les acteurs dans la situation? Puis c'est quoi les conséquences sur nous, sur autrui, sur le système, sur la société, sur l'environnement, etc. Donc, ça nous mène en fait à mener une délibération éthique. Puis quand on fait une délibération éthique, bien, on s'éloigne de la décision spontanée. On est vraiment plus dans une analyse où on va pondérer différents éléments. Donc, oui, c'est quoi l'état du droit? C'est quoi la jurisprudence par rapport à telle question? Mais aussi, c'est qui est affecté par la situation? Quelles sont justement les conséquences qu'on peut anticiper? Quelles sont les valeurs qui sont en jeu? Bref, on va mener une analyse rationnelle pour essayer de dégager qu'est-ce qui nous semble la meilleure décision dans les circonstances et on va aller justifier cette décision-là. Alors, il existe plusieurs grilles de prise de décision éthique. Vous en avez peut-être déjà vu dans des cours, dans des manuels, des formations. Et elles fonctionnent un peu tous pareil. L'idée, c'est de prendre un temps d'arrêt et de mettre en œuvre justement une pensée réflexive, une pensée critique face à une situation pour essayer de dégager ce qui nous semble être la meilleure décision et surtout d'arriver avec un justificatif. Donc, pourquoi on prend telle décision. Ici, on va nous dire, d'un point de vue de l'éthique, puis tantôt je l'ai passé, là, je m'excuse, mais il y a l'élément de la reconnaissance qui est vraiment au cœur, finalement, de la démarche éthique. On fait de l'éthique parce qu'on est en relation avec les autres, puis quand on s'interroge sur la qualité de notre relation à l'autre. Donc, Legault va nous dire, l'importance de la reconnaissance du point de vue de l'autre est omniprésente dès le récit des événements qui façonnent justement une situation, un différend qui va nous mener à délibérer d'une manière éthique. Donc, si je prends cette citation-là, puis je la mets dans le contexte de notre réflexion ce soir, c'est quoi leur perspective à ces personnes-là? C'est quoi leur compréhension? On a eu des petites citations, là, je sais que c'est court, 20 minutes, mais c'est un peu se dire, bon, est-ce qu'on peut reconstruire, puis est-ce qu'on peut finalement si on donne un consentement aux soins de ces personnes-là ou un consentement à des traitements, d'aller voir est-ce que justement la personne a une certaine prise de pouvoir, un certain empowerment là, qu'on dit en anglais, et qu'on peut prendre un pas de recul pour reconnaître finalement la position de l'autre. Et c'est ça qui me mène à vous parler, quand je disais tout à l'heure, je vais rebondir sur ce que Pierre nous exposait. Entre autres, il a dit, il y a plusieurs intervenants qui sont incapables de faire sens présentement de ce qui se passe. Hein. Il y a comme une certaine souffrance ou incapacité. Et qu'on préparait la thématique, moi, j'ai repensé à un livre qui date de quelques années, mais de Jean-François Malherbe, qui justement réfléchit à cette importance-là pour nos intervenants en santé, en soins, pour notre société aussi, d'aborder les gens non pas comme des objets de soins, mais plutôt des sujets de vie. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire en somme? Ce n'est pas un problème à régler, mais c'est bien une personne qui a des aspirations, qui a des besoins, qui a des limites aussi, mais comment on peut faire comme intervenant, comme médecin, comme infirmière, peu importe le titre qu'on a, mais pour justement permettre à cette personne-là de devenir au mieux possible le sujet de sa vie, l'acteur de sa vie, Hannah Arendt nous dirait, et non plus simplement un objet de soin qu'on doit soigner ou un problème qu'on doit régler. Puis à ce moment-là, je pense que dans ce devenir sujet-là, c'est vraiment de cultiver l'autonomie des êtres humains, comme celle des praticiens également. Et ceux-ci, en renonçant à l'attitude de tout vouloir maîtriser, se mettent au service des êtres humains.
Donc, il y a Jacques Quintin, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, à la faculté de médecine, qui a beaucoup suivi les écrits et je vous dirais aussi Jean-François Malherbe, et qui a publié des résumés, entre autres, là, sur ses écrits. Et ce que Quintin va même un peu plus loin, lui, nous parle d'une souffrance qui vient dans le monde médical de différentes normativités extérieures qui nous régissent et dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Et il va même jusqu'à dire la pire des souffrances pour l'être humain est justement de ne pas être reconnu dans la souffrance qu'il traîne avec lui tout au long de sa vie, sa condition d'étant d'être en présence d'autrui incarné dans un corps. Et quand j'ai lu ça, puis je n'avais pas entendu là, les présentations de tout le monde, mais je me suis dit, il y a quelque chose là qui doit être encore plus vrai quand on est dans une situation de vulnérabilité, puisqu'on souffre d'un problème de santé mentale. Et c'est en ce sens-là que Quintin va nous dire, l'éthique, en nous ordonnant de faire confiance en notre propre jugement, en nous apprenant, en plus de penser par soi-même, à ne plus chercher d'impossibles certitudes et à vivre avec une certaine part d'incertitude, elle nous engage, elle nous enseigne, puis je vous dirais même plus vastement la philosophie, nous enseigne à vivre dans l'incertitude, dans la solitude, et la finitude d'une manière qui soit le plus juste possible. Et je veux juste préciser, parce que là, évidemment, c'est un extrait comme toute chose, mais évidemment, ce n'est pas de dire c'est le gros bon sens, c'est ce que je pense qui est bon est bon. Évidemment, on n'est pas du tout dans un genre de pensée relativiste de la sorte, mais c'est plutôt de dire aussi, on est dans une société qui devient hyper normée, où il y a souvent une atrophie du jugement même professionnel, où on va regarder c'est quoi la norme, c'est quoi qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, plutôt que de se poser des questions en amont, mais qu'est-ce qui fait sens, puis pourquoi? Puis comment, à partir de là, reconstruire des plans d'intervention, reconstruire peut-être même des structures qui sont en place pour permettre justement aux gens, je vais dire dans mes termes, mais de vivre avec le plus de dignité possible, autant que faire se peut, Malherbe dirait, dans un monde où il y a constamment une incertitude qui est inhérente finalement à notre existence même. Donc, c'est un peu ce que je voulais explorer avec vous en fin de parcours. Comme je vous ai dit tout début, je ne suis pas une spécialiste pour les questions de santé mentale, mais plutôt justement sur les rapports entre l'éthique et le droit. Donc, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est qu'on voit bien que même dans un contexte de notre personne normale, de notre personne, j'aime pas dire ça, là, mais avec tous ces moyens, on se rend compte que le droit a quand même certaines insuffisances. Et à partir de là, comment voir, est-ce que l'éthique peut aider, peut fournir quelques pistes d'action, d'intervention dans la perspective justement de redonner une qualité à l'aspect relationnel avec l'autre et éviter d'objectiver les personnes, mais plutôt évidemment de les considérer, de les reconnaître, de les aborder comme des sujets de vie avec des aspirations, des projets et espère-t-on, souhaitons-le, pouvoir véritablement avoir une expérience de la justice qui fait sens pour tous. Puis à ce moment-là, je me permets en terminant d'ouvrir la perspective, mais c'est aussi comme ça qu'on crée une éthique de société, c'est-à-dire justement, pour reprendre Ricard, des institutions qui sont justes dans nos sociétés pour répondre aux besoins de chacun dans la mesure du possible. Alors voilà. Merci. Donc, je rebondis sur toi. Merci, Emmanuelle. Tu dois annoncer la pause? Oui, je dois annoncer la pause. Après ces grandes réflexions philosophiques. Donc, écoutez, ça va super bien. On est même un petit peu à l'avance. Donc, on avait prévu revenir, puis maintenant à 20h40 pour la joute oratoire, mes arguments en 180 secondes. Je veux juste vous dire un mot avant qu'on se quitte pour la pause. C'est un moment, je dois dire, que j'attends avec fébrilité, avec grand intérêt. Ce sont mes étudiants qui suivent présentement un cours de philosophie et d'autres étudiants qui suivent des cours au Cégep, qui se sont portés volontaires pour répondre à une question qu'on vous soumettra. Je peux vous la lire, tiens, tout de suite. Comment mieux protéger les personnes aux prises avec une problématique de santé mentale lorsque celles-ci sont susceptibles de se mettre en danger ou de placer autrui dans une situation de danger? Donc, on leur a soumis cette question-là. Marie-Alexa, que je vous présenterai tout à l'heure, les a accompagnés afin qu'ils formulent... Ah, voilà, elle est là. Voilà, donc Marie-Alexa qui est candidate au doctorat à l'ESCOM en santé publique. Et
Et donc, elle les a accompagnés pour justement, et elle pourra vous les présenter, c'est elle qui va prendre le relais pour l'animation au retour de la pause. Et donc, voilà, ils pourront vous présenter le fruit de leur réflexion et par la suite, on prendra enfin vos commentaires et questions pendant que également, on va lancer un sondage pour vous permettre d'attribuer un prix du public, non pas pour nos conférenciers, mais pour nos chers étudiants qui ont travaillé fort et je suis sûre qu'ils sont très fébriles à l'idée de présenter dans quelques minutes. Donc, revenons à 20h40 et je céderai la parole à ce moment-là à Marie pour la suite de l'animation. Rebonjour, rebonsoir plutôt. Donc, cette dernière partie de l'activité, en fait, c'est pour les étudiants, c'est pour leur permettre de présenter leurs réflexions, leurs idées, leurs points de vue en lien avec les questions qu'on a abordées, évidemment, plus de points de vue de chercheurs puis d'experts dans le domaine. Alors, ce sont tous des étudiants du Cégep du Vieux-Montréal. Pour la plupart, j'ai le bonheur d'être leur professeur cette session-ci, mais il y en a que j'ai eu à d'autres sessions. Et Marie-Alexia, qui est étudiante au doctorat en santé publique à l'ESPOUM, les accompagne depuis le début de la session pour leur permettre de penser, organiser leurs arguments. Et Marie, peut-être je te laisserai la parole pour la suite. Pas de souci, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. C'est ça, avant de commencer du coup avec Nicolas qui va inaugurer un petit peu cette joute oratoire, je voulais vraiment remercier les étudiants parce que pour leur participation et pour la qualité de leur investissement, on sait que ça a été une période un petit peu difficile pour tout le monde, mais en tant qu'étudiant aussi, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu aussi des enjeux de santé mentale au sein de la communauté étudiante. Donc vraiment, merci à eux de participer ce soir et puis de permettre un petit peu aussi de partager du coup leurs réflexions. Je pense qu'à plusieurs, on est toujours plus fort quand on réfléchit sur un sujet. Donc je voulais vraiment prendre le temps de les remercier et puis de saluer vraiment la qualité de leurs réflexions. Donc, pour commencer, j'appuie M. Paris-Delego et son applaudissement. Pour commencer, je vous propose d'écouter du coup Nicolas Pisarski et je m'occupe du temps. Donc, faites-moi simplement signe quand vous êtes prêt à commencer et je lance le chrono, Nicolas. Merci beaucoup. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Commençons. Comment mieux protéger les personnes aux prises avec une problématique de santé mentale lorsque celles-ci sont susceptibles de se mettre en danger ou de placer autrui dans une situation de danger? Ce que nous cherchons, c'est de protéger les gens vulnérables et de les encadrer afin qu'ils ne deviennent pas un danger pour eux-mêmes ou pour leurs entourages. Au Québec, le ministre de la Justice a mis sur pied 2 programmes d'accompagnement distinctifs pour les personnes souffrant de santé mentale et pour ceux en situation d'itinérance et de vulnérabilité. Également, il y a le programme de traitement de la toxicomanie de la Côte du Québec qui accorde aux personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie en état de criminalité l'opportunité de suivre un traitement et ainsi éviter des mesures pénales. Ces différents programmes sont coordonnés et supervisés par des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux en collaboration avec ceux du milieu judiciaire. Et ils représentent un pas de géant dans la compréhension des défis de santé mentale et les problèmes sociaux en découlant. Ce problème est que les services sont disponibles une fois qu'en situation est judiciarisée. Et dans le contexte juridique, ces programmes offrent aux personnes marginalisées par les défis de santé mentale des assouplissements procéduraux. Malgré cela, dans notre contexte de santé sociale actuel, il est difficile d'obtenir des services en santé mentale rapidement et de façon préventive. Et souvent, ce n'est que lorsqu'une personne est en situation de crise ou commet un crime d'un acte criminel que cette personne aura une opportunité d'obtenir des services de soins, de soutien et d'encadrement en santé mentale. Nous savons bien que l'attente pour un rendez-vous en psychiatrie ou en psychologie au Québec est d'au moins 1 an et que les urgences psychiatriques ne fournissent plus. Dans un rapport du juge Richard D. Schneider, datant de 2015, la proportion de personnes détenues dans un établissement correctionnel fédéral souffrant de problèmes de maladie mentale a plus que doublé entre 1997 et 2008. Au moment de leur admission, une note a été inscrite dans 65% des dossiers des détenus fédéraux afin que ceux-ci fassent l'objet d'un suivi en matière de santé mentale. Pourquoi doit-on se rendre jusqu'à la cour pour qu'une personne puisse recevoir des services et des traitements? Pourquoi est-ce que la cour judiciaire
apportent aux gens ayant des défis de santé mentale l'obtention des services qui leur seraient autrement difficiles à obtenir. En conclusion, nous savons que notre système de santé est surchargé et inapte à desservir ceux qui ont des besoins immédiats. Et avec l'avènement de la COVID, nous avons pu faire le constat de la fragilité de notre système. Nous nous devons de trouver une solution et ainsi offrir de manière préventive des soins et un encadrement adapté, afin d'éviter que ces gens se retrouvent dans une situation qui aurait pu être évitée en mettant en place des outils de prévention. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Très bonne gestion du temps. Je suis contente de ne pas avoir eu à vous couper, c'est parfait. Maintenant, je vous propose d'enchaîner avec Madame Adèle Rivet. Dans les derniers mois, on a collectivement assisté à une injustice si ridicule qu'elle en serait presque comique si elle n'avait pas été fatale pour plusieurs. Celle des amendes pour le couvre-feu données à des personnes en situation d'itinérance. L'absurdité de la situation en a indigné plusieurs, mais elle n'est pourtant pas seulement reliée aux mesures sanitaires d'urgence. La judiciarisation parfois abusive et nuisible des personnes en situation d'itinérance, c'est un problème qui dure depuis toujours, couvre-feu ou pas. Des amendes qui s'empilent et des incarcérations passagères qui mettent à zéro tout effort de réinsertion, des événements abusifs qui créent de l'instabilité de logement et des interactions avec les forces de l'ordre parfois humiliantes qui brisent le lien de confiance, c'est la réalité de plusieurs personnes souffrant de troubles de santé mentale ou d'addiction, qui vivent dans une situation précaire et qui se coincent dans les dédales d'un système de justice qui n'a rien à voir avec la réalité de la rue. Dans nos sociétés modernes ou dans une ville comme Montréal, l'itinérance est trop souvent abordée comme un problème d'ordre public et non comme un phénomène social que l'on pourrait guérir. Les municipalités qui mènent individuellement une guerre contre l'itinérance visible en adoptant des règlements et des projets de construction qui repoussent les populations, en démantelant les milieux de vie communautaires et en passant par la judiciarisation, ça nuit énormément à l'amélioration de la situation et ça fait que replier ces personnes dans une encore plus grande vulnérabilité. La montée de l'itinérance à Montréal, ce n'est pas une nuisance à l'ordre public qu'il faut contrôler et réprimer, c'est un échec de notre filet social et c'est notre devoir de le réparer. Depuis le début de la pandémie, les intervenants sociaux estiment que le nombre de personnes itinérantes a doublé, passant de 3 000 à 6 000, et les refuges sont pleins à craquer. La plupart de ces personnes ont besoin de réelle assistance et d'aide pour se sortir de leur situation, que ce soit par rapport à l'addiction, à la santé mentale ou à la précarité de logement. On peut démanteler un camp de tente au nom de l'ordre public, mais ces personnes se retrouvent alors hors de leur communauté dans une situation précaire, sans support mental, sans encadrement et sans ressources. On peut désescalader une crise ou momentanément incarcérer quelqu'un, mais reste que cette personne, quand elle sort, se retrouve dans la même situation qu'avant, encore plus déboussolée et démunie. On ne peut pas juste ouvrir des stades de secours lorsqu'il fait ressenti moins 30 dehors pour qu'ils dorment sans travailler pour que ça n'arrive pas l'année prochaine. Comme ville, on se doit de fermer sur le plan de l'accompagnement à long terme pour réellement sortir les personnes prises avec des troubles mentaux de la rue. Cet accompagnement, ça commence par des intervenants sociaux qui travaillent de pair avec les policiers pour intervenir en situation de crise sans escalader la violence, mais aussi surtout par un financement adéquat des programmes de travailleurs de rue qui assurent un suivi stable et adapté aux réalités des personnes marginalisées pour les encadrer dans leur processus de réinsertion sociale, de réhabilitation ou de thérapie, qui peuvent bâtir une relation de confiance avec les personnes ayant besoin de soutien sur le long terme. Ça commence aussi par un financement adéquat des projets de logements sociaux et abordables pour combattre la pénurie et par une approche plus progressive et productive par rapport à l'addiction qu'il faut soigner et non criminaliser pour réussir à la vaincre. En effet, l'éjection supervisée, les mesures de réduction des méfaits comme la distribution de matériel stérile diminuent les risques de transmission de maladies et de décès par overdose. Et les gens qui utilisent des drogues injectables dans des cliniques d'injection supervisée sont 5 fois plus propices à aller en traitement pour leur addiction que ceux qui n'y ont pas d'accès. On a les ressources et on a la possibilité d'améliorer la situation la situation des gens qui vivent dans la précarité à cause de leur santé mentale ou de leur addiction. Parce qu'avant le système pénal, avant l'incarcération, il y a des étapes qu'on néglige pour prévenir de telles situations et des moyens d'éviter la répression que vivent les personnes itinérantes à Montréal. Et je crois fermement à un encadrement hors du système judiciaire, plus près de la personne et de la réalité des personnes marginalisées. Merci beaucoup, Adèle. Parfait, pile à temps. Merci infiniment. Maintenant, je vous propose d'écouter Madame Laurie Canicchio. J'espère que je l'ai bien prononcé. Je m'excuse, j'ai toujours un peu de mal avec le nom de famille. C'est exactement ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, Laurie. OK, parfait. Je peux commencer? Comme vous voulez. Parfait. Donc, depuis les années 1980, les budgets associés aux missions sociales de l'État sont en constante diminution, alors que ceux alloués aux institutions policières, judiciaires et correctionnelles ne cessent d'augmenter. En réponse à un réseau socio-sanitaire en crise, les institutions pénales n'ont pas le choix de prendre la relève. Il leur revient de déterminer par leur dispositif thérapeutique qui aura accès aux services socio-sanitaires et les policiers font figure d'intervenants psychosociaux. Donc, selon un écrit de justement Guillaume Ouellette, Emmanuel Bernheim et Daphné Morin, dans plus de 70% des cas, le travail des policiers consiste à être en relation d'aide avec des personnes identifiées comme vulnérables. Donc, ça veut dire avec des prises
aux prises avec des problématiques de santé mentale, de toxicomanie, d'itinérance, troubles du spectre de l'autisme, etc. Ainsi, moi, je pense que la meilleure manière de protéger les personnes aux prises avec des troubles de santé mentale lorsqu'ils sont susceptibles de se mettre en danger ou de mettre autrui en danger, ça serait d'investir plus dans le système socio-sanitaire pour que l'accès aux soins adaptés soit plus facile. Parce que dans le fond, si idéalement, les soins sont plus accessibles, excusez-moi, plus de personnes vont être suivies et donc fonctionner dans la société. Puis ainsi, il y aura moins à faire au système pénal et judiciaire. Autrement dit, si le système socio-sanitaire pouvait repérer les gens à risque avant qu'ils aient à commettre des crimes ou avoir affaire au système pénal d'une quelconque manière, ben, dans le fond, on aurait moins à intervenir auprès d'eux du côté de la police, judiciaire et tout ça. Cela dit, ça serait quand même primordial que les policiers soient outillés pour savoir comment réagir face à des personnes vulnérables, puisque si certaines de ces personnes-là passent entre les craques du système, si on peut dire, et ont à faire face au système judiciaire, les premiers intervenants vont probablement être des policiers. Puis, dans le fond, par le passé, on a beaucoup entendu parler de drames où les policiers avaient blessé ou tué des personnes en crise lors d'intervention. Donc, s'ils sont équipés pour réagir de manière appropriée, on évite idéalement ces drames-là. Ensuite, je ne pense pas qu'il faudrait complètement séparer les interventions psychosociales du système policier et judiciaire. Je pense plus qu'il ne faudrait pas que ça soit nécessaire de judiciariser le processus afin d'avoir accès aux soins socio-sanitaires adaptés. Parce que ça veut dire que dans certains cas, on n'a pas le choix d'avoir un dossier judiciaire pour avoir accès aux soins nécessaires. Puis, les services communautaires et de santé sont censés être accessibles à tous. Donc, je pense que le fait de vouloir intégrer les services socio-sanitaires et la santé publique et de la justice en continuum, ce n'est pas une mauvaise idée. Toutefois, si les institutions sont encore trop séparées pour que ça fonctionne, si je dois avoir un dossier judiciaire pour avoir accès à certains soins, mais que celui-ci m'apporte certaines conséquences, comme ne pas pouvoir voyager à certains endroits à l'étranger, pouvoir se faire refuser par un assureur, pouvoir se faire refuser un emploi, etc., il y a un problème. Donc, enfin, à mon avis, le manque de ressources au système socio-sanitaire constitue le principal problème quant à la protection des individus aux prises avec des problèmes de santé mentale quand ils sont susceptibles de se mettre en danger ou de mettre autrui en danger, même s'il y a plein d'autres choses que je n'ai pas le temps d'aborder. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Laurie. Parfait. Je vous propose maintenant d'écouter Madame Alissa Vézina. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, très bien, Alissa. OK, parfait. Je vais commencer. Alors, bonjour. Moi, ma réponse à la question va se tenir en deux volets. Je tenais à apporter deux solutions, on peut dire, à la question. Premièrement, pour faire écho aux conférenciers, je voulais mettre en lumière une recherche qui a été mise en place par Le Devoir qui a révélé que 70% des personnes qui ont été abattues par la police au Québec étaient des personnes qui, en fait, avaient des problèmes de santé mentale connus ou qui avaient tenu des propos suicidaires ou problématiques. Alors, c'est vraiment crucial, selon moi, que des interventions sociales soient plus mises de l'avant. Et je pense qu'on pourrait vraiment prendre exemple sur la division d'urgence sociale du service de police de Laval, qui, depuis l'an passé, a déployé 2 unités de travailleurs sociaux qui travaillent conjointement avec la police pour justement intervenir dans les situations de crise. Et ce qu'on a remarqué, c'est que lorsque ces interventions-là ont lieu, les gens n'ont pas besoin d'être amenés par la police à l'hôpital ou quoi que ce soit parce que les besoins sont répondus sur place durant la crise en tant que telle. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait implémenter dans tous les services de police partout au Québec. Et sinon, dans un autre ordre d'idée, surtout depuis la pandémie qui a vraiment vu isoler un certain groupe de la population, je pense qu'on devrait vraiment se pencher sur une population très vulnérable, soit les enfants qui ont des problèmes de santé mentale. Personnellement, moi, je travaille comme accompagnatrice dans un camp de jour pour les enfants à besoins spécialisés l'été. Puis c'est frappant à quel point il y a un manque de ressources, autant pour les parents que pour les enfants. À mon opinion, on devrait offrir des services d'aide pour ces enfants-là à l'extérieur des heures de classe parce qu'ils en ont besoin aussi la fin de semaine, ils en ont aussi besoin l'été. Puis que c'est aussi frappant de constater que dans les camps de jour au Québec, ce n'est pas un service qui est offert partout. Et que ça crée un certain problème de ségrégation où que les parents se retrouvent en manque de ressources. Et ces enfants-là, c'est qu'ils vont vraiment se mettre en danger. Si on regarde vraiment le but de la question, comment on peut protéger en situation de danger, c'est que ces enfants-là, ils vont faire des fugues, ils vont aller se mettre en danger, ils n'ont pas conscience du danger, ils peuvent aller courir en plein milieu de rue, ils peuvent aller frapper quelqu'un parce qu'ils ne sont pas encore en mesure de réguler leurs émotions. Alors moi, je pense qu'on devrait vraiment déployer un plus grand financement pour la population, pour la jeunesse, ce qui ferait justement les outiller aussi pour plus tard, quand justement, s'ils reçoivent les besoins qu'ils ont, s'ils reçoivent les services dont ils ont besoin en étant plus jeunes, ils vont déjà être plus outillés en étant plus vieux pour
justement réguler leurs émotions et justement aller chercher l'aide lorsqu'ils en ont besoin pour pas justement se retrouver à se faire abattre par la police comme il a été vraiment malheureusement le cas pour plusieurs personnes au Québec. Alors, Merci beaucoup, Alissa. Je vous félicite tous les quatre, très bonne gestion du temps. Je suis contente d'avoir eu à couper personne. Encore un grand merci d'avoir fait part de vos réflexions et de vos idées sur ce sujet qui reste très d'actualité et brûlant. Et puis, je redonne la parole, je ne sais pas, à Sylvain ou Emmanuel. En fait, je veux juste me joindre à Marie pour vous remercier vraiment tous les quatre pour votre préparation, vos recherches, parce qu'on voit que vous avez lu et vous avez fait des recherches, vos réflexions. Alors, merci d'avoir contribué vraiment de façon tout à fait exemplaire à cette soirée. Je lancerai la balle à Sylvain pour adresser les questions et partir le sondage pour le prix du public. Oui. Et moi, j'inviterai les conférenciers à m'envoyer par courriel votre choix parce qu'on a 2 prix à remettre. Est-ce que tu veux qu'on invite les conférenciers et les panélistes, les participants pour les questions ou on fait le oui, sondage? absolument, selon les questions qui se posent. En fait, il y a 2-3 questions dans le chat qu'on pourrait prendre maintenant, puis ensuite... OK. Alors, je vous épingle tous, panélistes. Alors, donc, il y avait une question. Alors, il y avait la première question que j'ai vue. C'est une question de M. Bérubé. Les policiers et les juges, malgré le fait que l'intoxication volontaire des prévenus ne soit pas une excuse légitime de leur délit, sont-ils devenus plutôt, dans certains cas, des travailleurs sociaux dans un processus d'humanisation du processus d'intervention judiciaire? Donc, je ne veux pas interpréter la question, mais on comprend que est-ce que les policiers sont appelés à prendre un rôle qu'ils n'ont pas, celui de travailleurs sociaux, qui doivent donc gérer des intoxications, même des intoxications volontaires. Donc, on comprend que ce n'est pas une excuse, mais que c'est un problème à gérer. Puis donc, est-ce que les policiers doivent prendre ce rôle? J'irais peut-être avec... Oui, effectivement, c'est un peu ça qui se passe finalement. Il y a une humanisation du visage du policier finalement, mais qui a les mêmes moyens qu'avant. Donc, une police plus humaine dans son ouverture, dans son approche des personnes, même pour des résultats qui ne sont pas nécessairement différents des résultats qu'un policier peut générer avec la judiciarisation. Vous comprenez? Je pense que ça répond juste partiellement à la question. Si quelqu'un d'autre veut intervenir, pas de problème. Je crois qu'on voit aussi la tendance inverse, c'est-à-dire que des soignants ou des intervenants psychosociaux sont de plus en plus dans des équipes mixtes. Et je pense que là, il y a comme un truchement des rôles qui est exercé aussi. Donc, je crois que cette reconfiguration-là a des effets aussi sur le rôle des soignants ou des intervenants psychosociaux plus généralement. Alors, j'ai une autre question. Alors, c'est une question, c'est un commentaire. Si on se place du point de vue des familles et des membres de l'entourage de la personne ayant un trouble mental, est-ce que la judiciarisation de la santé mentale peut être thérapeutique? Donc, c'est un peu la question du jour. Et l'appareil judiciaire serait-il en mesure d'envisager la personne non pas comme un simple individu, mais comme le membre d'un système familial? Là-dessus, je peux peut-être me lancer. Là. Effectivement, j'ai l'impression dans les observations qu'on fait sur le terrain de recherche sur lequel je suis en ce moment, qu'il y a effectivement une forme de scission entre l'individu et son système de soutien. Et ici, je suis vraiment dans une perspective familiale, mais de famille choisie. Là. Donc, pas de lien de filiation, mais les liens familiaux sont compris comme étant les liens de confiance que la personne entretient avec ses proches, des colocataires, des partenaires et compagnie. Et souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment dans l'interprétation un peu, notamment des règles de confidentialité, on a tendance, en fait, à être très strict sur les informations qu'on donne ou qu'on ne donne pas, ce qui est absolument légitime là, en termes de règles de confidentialité, mais souvent, ce que ça a comme effet collatéral, c'est que les intervenants focus sur les règles de confidentialité sans répondre aux besoins de la famille. Et souvent, ce que la famille nous dit, ce n'est pas qu'ils veulent avoir un diagnostic, par exemple. De toute façon, en psychiatrie, les diagnostics qui sont multiples. Donc, la valeur de ça, c'est un gros point d'interrogation. Mais ce que la famille nous nomme, c'est leur besoin de soutien et leur besoin également d'avoir de l'information pour mieux supporter leurs proches. Et souvent, la confidentialité ici agit comme un écran de fumée, alors qu'on est dans deux
dimensions complètement différentes en termes de besoins. Et ça, je pense que là, il y a un travail à faire en termes de, j'oserais dire, de compétences juridiques des intervenants pour leur permettre de bien accompagner les familles tout en respectant leurs obligations de confidentialité. Ma réponse est un peu médico-légale, mais je pense que ça, pour moi, c'est un peu ce que j'aimerais offrir là, comme intervention. Super. Merci. J'aimerais juste ajouter là-dessus qu'il y a des recherches qui ont été quand même menées sur cette question-là. Puis ce qu'on observe quand même, c'est que ça place quand même les familles dans une situation un peu délicate là, de se retrouver, par exemple, à porter plainte contre leurs proches ou à s'engager dans un processus même civil en matière de garde en établissement et d'autorisation de soins. Ce que ça donne un peu comme résultat quand même, c'est une antagonisation souvent des relations entre les personnes, le fait que la famille peut difficilement revenir en arrière par la suite, qu'il y a un bris de confiance qui va se créer à ce moment-là. Donc, est-ce que la judiciarisation en soi peut être thérapeutique pour la famille? Je pense que ça dépend de ce qu'on entend par là. Est-ce que c'est de dire que la famille pourrait éventuellement avoir plus d'outils? Ben, je ne crois pas dans la mesure où ça ne va pas s'adresser directement à la famille, mais il pourrait y avoir une forme de contrôle que la famille souhaite, par exemple, c'est que la personne puisse prendre sa médication, etc. Mais à quel prix, sur le plan des relations interpersonnelles? En tout cas, ce que les recherches semblent démontrer, c'est que ça va créer souvent, en tout cas, des situations très complexes, puis qu'on va faire face à d'autres difficultés à ce moment-là. Donc, oui. Puis pour ce qui est de la question de est-ce que la personne pourrait être envisagée comme un membre d'une famille plutôt que comme un individu en justice, je pense qu'on est vraiment loin de là, c'est-à-dire que la justice voit chaque personne individuellement, il n'y a pas de collectif en justice, là. Donc, la famille n'est pas interpellée sur le plan judiciaire, elle n'a pas de rôle particulier, même lorsqu'elle est mise en cause, comme des témoins, ils peuvent toujours, ça peut être intéressant de voir que la famille est là en soutien, mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que c'est un collectif, puis qu'il y a comme qu'on veut intervenir pour faciliter la vie familiale, par exemple. Donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas que la justice puisse servir non plus ce genre de fin-là. Merci, Emmanuel. Il y aurait un dernier commentaire. Après, je vais vous laisser délibérer, vous, juges et juges de la joute. Puis, je vais donner le mot du jour. Puis, j'ai déjà lancé le sondage pour ceux qui sont à la maison. Ben, alors, la dernière... il y a 2 questions, mais je sais que le temps file là. Il y a un commentaire de Stéphanie Bournival. Alors, elle dit « Travaillant en milieu médico-légal, je peux facilement affirmer qu'il arrive que des membres de l'entourage dépourvus face aux problématiques de prise en charge dans le réseau doivent s'en remettre à porter plainte contre un proche. » Je pense que c'est ce qu'on vient de dire. Afin qu'ils soient aidés par le système. Une démarche qui crée souvent un bris de lien de confiance entre eux. Les services psychosociaux comme le 811 sont des interventions qui mettent un pansement sur le bobo, mais ne règlent aucunement la problématique dans le plupart des cas. Maintenant, comment pouvons-nous aider ces familles sans qu'il soit nécessaire de judiciariser leurs proches? Alors, ça fait suite à ce que vous venez de dire. Mais moi, je pense que dans le système actuel, tel qu'il est pensé, c'est extrêmement difficile. Parce que ce qu'on a décidé de faire, puis on peut très bien avoir une discussion à savoir est-ce que c'est une bonne chose ou pas, mais c'est de favoriser, en tout cas formellement ou théoriquement, les droits individuels, puis notamment les droits que les personnes peuvent avoir de refuser une hospitalisation et des soins. Et il n'y a pas vraiment d'espace là pour la famille. Puis comme Pierre l'a expliqué, la famille, de toute manière, peut difficilement accéder à des informations que la personne elle-même ne souhaite pas dévoiler parce que ça fait partie justement des droits des personnes. Donc, il me semble que c'est dans l'état actuel des choses, c'est assez compliqué d'envisager comment finalement intégrer cette dimension-là à cette problématique concernant la justice. Puis, donc, il me semble que c'est à l'extérieur. Non, je m'excuse, excuse-moi, je voulais juste dire, je pense à l'extérieur du système judiciaire que les familles peuvent être soutenues. Et si je peux me permettre peut-être d'attraper la balle au bond d'Emmanuel, juste faire une intervention, bien, c'est là que des fois, justement, quand on peut penser plus en éthique, de dire justement, bon, ben, au-delà du droit, parce qu'on voit que, effectivement, on est beaucoup dans un système basé sur les droits individuels, très peu sur les droits collectifs, mais est-ce que, justement, si on se
on se prive pas de certaines ressources, puis à ce moment-là, de voir au plan éthique, bien, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement avoir un meilleur réseau qui vont... parce que, tu sais, les questions qu'on se pose là, ce soir, je pense que c'est des questions vraiment qui touchent les bases de nos sociétés. C'est comment essayer de bien vivre ensemble, puis comment essayer de bien vivre ensemble quand on a des gens qui sont en situation de grande vulnérabilité, puis comment on les traite, ces gens-là. Dans le fond, c'est toute la réflexion hein, qu'on a ce soir. Puis effectivement, la perspective de dire la famille, le réseau social, le filet social, ben, ça peut être dans un système de santé qui est particulièrement surchargé et particulièrement, si on peut dire, épuisé de 2 ans de pandémie. Bien, il y a peut-être aussi des solutions, des alternatives, des complémentarités à aller chercher avec justement d'autres... et là, c'est Guillaume, notre expert, notre sociologue, là, mais avec d'autres entités dans nos sociétés, dont la famille. Je voudrais peut-être intervenir aussi. Moi, la question, je la trouve très pertinente, donc vraiment sans judiciariser. Moi, je mettrais peut-être l'emphase sur tout le travail du communautaire, en fait, notamment des associations d'aide aux proches. Et ici, on est dans des mesures d'intervention préventive qui peuvent agir en temps opportun. Puis évidemment, là, j'essaie de répondre directement à la question, là, parce que dans la P38, il y a différents niveaux d'implication aussi en termes de garde provisoire, garde préventive. Donc, les proches, souvent, vont être accompagnés là-dedans par ces organismes-là. Mais si on répond directement à la question, je pense qu'en termes de prévention primaire de la judiciarisation, il y a énormément de choses qui peuvent être faites en communauté, mais ça prend des professionnels de la santé, des intervenants plus généralement qui sont sensibilisés à ces questions-là, qui connaissent bien l'organisation des services. Et oui, on pourrait dire, ben, ça prend plus de financement, mais en attendant, on fait quoi? Donc, moi, c'est là où je vois qu'il y a une sensibilité qu'on doit vraiment aller chercher, défendre, on doit les former aussi pour que du moment qu'il y a une suspicion que la personne se détériore sur le plan de la santé mentale, on puisse, plutôt que de dire, ah, ça ne m'appartient pas, la santé mentale, je ne suis pas confortable, qu'il y ait ce réflexe-là de dire, ben, écoutez, il y a un filet de sécurité qui existe. Et ça, je pense qu'on doit quand même le considérer. Là. Et là, je tente de répondre à la question de la non-judiciarisation, mais on pourrait aller très loin là-dedans aussi en termes de judiciarisation puis de support aux familles. Merci. Je sais, je mets mon grain de sel, mais je ne suis vraiment pas spécialiste dans rien de ça, mais je sais qu'on voit des initiatives dans le communautaire de distribuer des listes pour donner la possibilité à des familles de ne pas appeler le 811 ou le 911, mais d'appeler d'autres sources pour que ça soit la dernière, pour éviter justement qu'il y ait une rencontre frontale avec les forces de l'ordre, parce qu'on sait que ça peut avoir des conséquences néfastes. Alors, il y aurait une dernière question qui est plus légale. Alors, je vais la poser, puis elle est assez courte. Alors, vous allez pouvoir y répondre rapidement. Alors, quelqu'un demande, n'y a-t-il pas une certaine ouverture à transmettre des renseignements cliniques entre professionnels de différents services? Bien, ça peut se faire. Je laisserai peut-être Pierre parler de ça, mais je pense que ça peut se faire avec le consentement de la personne. Oui, ben, je ne suis pas avocat. Par contre, comme infirmier, ben, on a vu qu'avec les réformes, par exemple, qui ont fusionné les établissements de santé ensemble, on a vu une tendance à l'élargissement, en fait, de la confidentialité parce que souvent, le secret va se tenir à l'intérieur d'un même établissement. Donc, oui, effectivement, il y a une ouverture. Mais ce sont des règles en fait, qui sont très, très claires en termes de consentement. Donc, il faut absolument que la personne consente à ce que ces renseignements-là soient transmis, comme ma collègue l'a dit. Le seul élément que j'ajouterais, c'est qu'effectivement, dans les réformes qu'on a connues, quand les établissements ont été fusionnés, on a vu qu'il y avait une certaine confusion par rapport à ça, puis même un élargissement là, des informations transmises là, à l'intérieur même des nouvelles institutions qui étaient très élargies. Peut-être juste ajouter qu'il y a un projet de loi actuellement déposé sur cette question-là, puis qui vise justement, en tout cas, à faciliter l'échange d'informations. Très bien. Bien, merci à tous. Je vais vous désépingler pour que vous puissiez aller voter. Alors, parfait. Donc, pour ce qui est du prix du public, donc votre choix numéro 1. Alors, tout le monde a eu beaucoup de votes, mais la personne qui s'est le plus démarquée, c'est Alissa. Donc, prix du public Alissa. Félicitations. Et maintenant, pour le prix CRDP, donc les conférenciers de ce soir, le prix va à Laurie. Donc, bravo Laurie. Et je félicite Adèle et Nicolas qui ont vraiment
présenté des points de vue très intéressants, riches. Vous aviez bien travaillé tout le monde. Vous pouvez être fiers de vous. Et ben voilà, donc on pourra vous contacter là, dans les prochains jours pour la suite. Mais félicitations à vous quatre et particulièrement aux deux gagnantes des prix du CRDP. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Donc, en fait, peut-être je peux y aller avec les remerciements. Hein. C'était mon rôle de remercier. Alors voilà, donc, mais premièrement, je veux remercier Marie-Alexia qui, pour une deuxième année, a mis la main à la pâte pour encadrer, soutenir les étudiants. Ils sont 4 au final. Il y en a eu d'autres à certains moments. Certains ont dû retirer leur engagement, mais merci infiniment, Marie. Merci à tous les 4 qui ont présenté ce soir une magnifique expérience pour vous. Vous avez relevé de défis. Ce n'est pas tous les jours qu'on parle en Zoom à près de 100 personnes. Donc, bravo pour votre courage. Vous avez tout le monde fait très bien ça. Donc, un immense merci et bravo. Merci à Sylvain qui a pris le relais de Laurence au CRDP comme coordonnateur à peine cet automne et il était à peine arrivé qu'on était en pleine organisation des Nuits de la justice. Laurence avait commencé à préparer les choses avec moi. Donc, merci beaucoup Sylvain d'avoir été là en soutien. Merci à Maude qu'on n'a pas vue, mais qui est au service étudiant au Cégep du Vieux-Montréal, qui elle aussi a mis la main à la pâte pour diffuser, annoncer l'événement au Cégep, puis qui a été présente dans les réunions. Je remercie Vincent Gautret, directeur du CRDP, qui est peut-être plus avec nous, mais qui a aussi contribué à cette activité et aux conférences qui sont organisées par le CRDP. Et finalement, un immense merci, Pierre, Guillaume, Emmanuel. C'était un plaisir de vous entendre, d'écouter vos travaux, vos réflexions. C'est vraiment, je pense, très, très d'actualité. On sait que la pandémie a eu des impacts malheureusement défavorables sur les conditions, sur la santé mentale de plusieurs personnes. Donc, je pense que ça fait que rehausser la pertinence de vos travaux qui sont déjà engagés depuis plusieurs années parce que je connais certains d'entre vous, puis je sais que ça fait déjà au moins 4, 5 ans, 6 ans, si ce n'est pas plus que vous travaillez sur ces thématiques-là. Donc, merci d'avoir accepté de vous être prêté à une activité plus de vulgarisation, de grand public, de travailler en collaboration avec le Cégep du Vieux-Montréal. C'est vraiment très apprécié. Et merci à tous ceux et celles qui étaient là sans qu'on puisse se voir vraiment, mais pour votre intérêt pour l'activité. Donc, c'était vraiment un plaisir de vous accueillir virtuellement en espérant que l'an prochain, on pourra faire ça en présentiel au Cégep. Donc, seul l'avenir nous dira dans quelles conditions nous serons à ce moment-là. Mais voilà, c'était une très belle édition, deuxième édition sur les Nuits de la justice. Alors, merci beaucoup. Peut-être juste mentionner l'enregistrement de la conférence de ce soir va être mis en ligne sur le site du CRDP. Donc, je m'occuperai pour ce qui est de mes étudiants de faire suivre le lien. Mais ça sera disponible s'il y en a qui veulent le réécouter. Alors, je ne sais pas, as-tu des choses à ajouter, Sylvain? Je pense que ça fait le tour. Hein? Ça fait le tour, c'est très bien comme ça. Ouais. Oui. Alors, voilà, donc merci de votre temps, de votre soirée avec nous et puis au plaisir.